donc j'essaye de mettre en place des sortes de garde-fous pour justement que les personnes qui viennent à mes confs et tout ça, à la fin se posent des questions, plutôt que ne se disent on a compris comment fonctionnent les biais cognitifs. C'est pour ça aussi que j'ai dit il y a quelques minutes que j'ai autant de biais que les autres, parce que ce serait ma peur bleue de se dire on va devenir des experts en biais cognitifs et du coup ne plus en avoir. C'est pas possible. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, professeur, auteur, conférencier, cofondateur de Chiasma, expert, citoyen franco-libanais, mais également dubitatif professionnel. Bonjour Albert et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invite. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourra en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. Habituellement, mes invités sont les heureux détenteurs d'une ou plusieurs des étiquettes suivantes: surdoué, autiste, hypersensible, hyperactif, etc. Et sur cette chaîne, nous tentons humblement de nous appuyer sur ces étiquettes pour mieux les connaître d'une part, et pour tenter de les dépasser d'autre part. Dans mon jargon, je parle des 3 étapes. Elles n'ont rien de scientifique, pour autant je les ai moi-même expérimentées et elles sont pour moi un point de départ, un prétexte à l'exploration joyeuse qui s'ensuit. Je vais résumer brièvement ces 3 étapes, puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie, et surtout quels biais cognitifs pourraient y être associés. Donc ce que j'ai baptisé l'étape 1, c'est celle où j'ai ressenti un décalage, une inadéquation avec mon statut d'humain. Je me suis senti potentiellement fou, puisque soit c'était le monde qui était fou, soit c'était moi. Je me suis senti extrêmement seul avec mon ressenti et ma façon de voir le monde, et je me suis senti, en fait, pour résumer, extraterrestre. L'étape 2, c'est celle où une étiquette justement est venue éclairer ce décalage que j'ai senti pendant des années, de manière plus ou moins scientifique, plus ou moins rationnelle, mais qui m'a permis de comprendre que je n'étais pas seul, que je n'étais pas fou et que j'étais bien un peu extraterrestre à l'endroit où je faisais partie de la communauté en question. Et l'étape 3, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ma question est la suivante: est-ce qu'il ne s'agirait pas à ce moment-là de réhumaniser son extraterrestre? Voilà, cette longue introduction est terminée. Au début de chaque entretien, je pose une première question. Je ne sais pas si elle sera à propos aujourd'hui, mais j'ai envie de te la poser quand même pour débuter cet entretien. Albert, est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Non. Voilà une réponse concise. Il me semblait que ça avait comme possibilité de taper à côté. Du coup, Non, je mais pense c'est que... quand j'étais petit, oui, bien sûr, on s'est tous imaginé à un moment ou à un autre venant d'une autre planète, ou c'est de se dire que, je sais pas, on faisait la blague que des extraterrestres nous ont oubliés, à un moment ils vont venir nous chercher. Mais récemment, genre, mon âge adulte, pas particulièrement. Ok, c'était plus un jeu d'enfant en fait. C'était... C'est plus un rêve d'ailleurs, comme tout le monde pourrait avoir. Ok. Se dire, en fait, tu appartiens pas à cette planète, je sais pas, comme Actarus dans Goldorak, quoi. Ok, très bien. Mais c'est pas Euh, extraterrestre comme Actarus dans Goldorak, pas que extraterrestre comme... ouais. Oui, après, dans ce que j'évoque, c'est plutôt une difficulté à se sentir appartenir à l'ensemble, en fait. Oui. De se sentir avec le même corps que les autres, mais pas spécialement la même façon de voir ça, de ressentir tout ça et de se positionner, d'avoir de la difficulté à se positionner pendant très longtemps. Oui, à Et l'adolescence. ouais, Oui, ok. ça, je pense que c'est une sorte de propre de l'adolescence. J'aime bien dire, on est unique comme tout le monde. Ouais, C'est une j'aime formule bien que aussi j'aime cette bien. affirmation. Voilà. Hmm. Ok. Albert, tu travailles beaucoup à démocratiser notre connaissance concernant les biais cognitifs. Et c'est ce que tu fais notamment dans ton livre intitulé Votre cerveau vous joue des tours chez Alary Éditions. Et Mhm. dans ce que je t'ai entendu dire, tu es passionné par de nombreuses questions, dont celle-ci: pourquoi on ne pense pas tous la même chose? Comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance? Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce travail-là, pour résumer un petit peu ce que tu fais? Alors, effectivement, donc j'ai plusieurs boulots, mais je pense que c'est cernable autour d'une question qui est comment est-ce que je sais ce que je sais? Que ce soit d'un point de vue formel, comme quand je fais de la recherche,
On essaye d'utiliser une méthode, la méthode qu'on appelle la méthode scientifique, alors qu'il y a plusieurs méthodes scientifiques, mais on ne va pas rentrer dans un peu la nature de la connaissance et la philosophie de la science et tout ça. Disons, là, les recherches formelles dans un laboratoire avec des groupes contrôle, des groupes expérimentaux, etc. Je suis aussi clinicien. Mes patients et les personnes qui viennent me voir, en tout cas, c'est comment est-ce que je sais ce que je sais d'un point de vue très subjectif et j'utilise des mots savants, phénoménologiques. Mon expérience de vie, par exemple, quand tu dis tu te sentais extraterrestre, c'est un sentiment subjectif que toi tu as. Et du coup, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur ce point? Je suis prof à la fac avec mes étudiants. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur la psychologie? Est-ce qu'on est en train de faire un bon boulot? Est-ce qu'on est en train de faire un mauvais boulot? Est-ce que je donne plusieurs cours? Donc, selon les cours, je peux donner les cours de psychométrie. Comment est-ce qu'on mesure la psychologie humaine? Tu as dit au début qu'il y a plusieurs étiquettes, les personnes qui sont dites surdouées, etc. Comment est-ce qu'on mesure? Je donne des cours d'entretien clinique. Comment est-ce qu'on essaye d'acquérir la connaissance d'une personne qui vient nous parler d'elle pour qu'on puisse l'aider à aller quelque part? Et je travaille avec le grand public, je fais des conférences au MK2 par exemple à Paris, ou dans des entreprises, ou les événements Chiasma, etc. Sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance en tant que citoyen. Parce que effectivement, il y a un constat. Pourquoi est-ce qu'on pense pas tous la même chose alors qu'on est supposé partir d'une réalité commune, stable, objective pour tout le monde? Par exemple, là, plusieurs personnes, je sais pas combien de personnes, peut-être, j'espère des milliards de personnes vont regarder cette vidéo, et elles vont entendre les mêmes mots, elles vont voir les mêmes images, elles vont pas penser la même chose. Et moi, je questionne pourquoi. Évidemment, il y a des raisons de culture, d'éducation, de vécu, mais il y a aussi des choses qui ont rapport avec comment notre cerveau interprète, comprend. Communiquer, c'est un peu prendre des représentations de mon cerveau au cerveau d'une autre personne, sortir de mon cerveau dans ton cerveau, par exemple. Et il y a plein de niveaux où le message peut se perdre, s'interpréter, être transformé. Oui, ça m'intéresse. Tu es scientifique, ce qui n'est pas mon cas. Et de ma petite lucarne, et je pense malheureusement je ne fais pas exception à cette règle-là, j'ai l'impression que la science est bien souvent utilisée pour renforcer nos certitudes, plutôt que pour les faire vaciller. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu peux nous parler du principe de cherry picking, s'il te plaît? C'est deux questions qui sont très divergentes, le cherry picking et... Ah, bah alors je t'en prie. Le cherry picking, c'est quand on va choisir les données qui nous arrangent pour Mhm. prouver qu'on a raison quelque part. Alors que la science, déjà, il faut définir c'est quoi la science pour pouvoir en parler. Parce que moi, au contraire, je pense que la science, c'est peut-être l'outil qui a semé le plus de doutes quasiment de l'histoire de l'humanité. Et je peux expliquer pourquoi. Mais déjà, la science, c'est quoi? Pour faire très très simple, la science, c'est essayer de comprendre comment fonctionne le monde naturel. Le monde naturel étant le monde qui nous entoure. Et on fait partie de ce monde naturel. Comment fonctionnent nous, comment fonctionnent les plantes, les astres, la terre, l'air, les forces fondamentales, les liens entre ces choses. Mais on développe des modèles théoriques qui proposent des hypothèses sur comment tout ça fonctionne. Et pourquoi je dis que la science, c'est beaucoup plus une aventure qui crée du doute plutôt que de la certitude? Parce qu'il y a plusieurs manières d'acquérir de la connaissance au fil de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas juste la science. Par exemple, les intuitions. Les gens qui ont eu des intuitions de choses. Il y a parfois, comme tu disais, pour toi, tu as eu une intuition qui a 3 étapes, etc., de ton développement personnel, etc. Et quand on compare ces différentes méthodes d'acquisition de la connaissance, la méthode dite scientifique, en fait, je vais dire la méthode scientifique dorénavant, mais que c'est juste une sorte d'encadré pour tout le monde. Ça n'existe pas vraiment la méthode scientifique. Il y a plusieurs manières de faire de la science, mais pour simplifier le propos, on va dire la méthode scientifique à partir de ce moment. La méthode scientifique est celle qui souvent change le plus d'idées. Par exemple, je sais pas, on prend un exemple sur les énergies, le fonctionnement du corps humain. Euh, Par exemple, la dernière fois, il y a quelques temps, j'étais sur une table ronde avec une personne qui pratique des soins énergétiques, du yoga, des chakras, etc. Et du coup, elle m'expliquait que la science, un peu comme ce que tu disais, qu'on serait un peu borné, qu'on serait un peu un monde de certitude. Et donc, moi, je m'intéresse à comment on acquiert de la connaissance. Donc, je suis posé un scénario que je vais te présenter. Par exemple, les chakras, c'est un modèle théorique. C'est comment est-ce que fonctionnent les énergies du corps, et il y a un modèle théorique qui dit qu'on aurait 7 chakras, genre la couronne, je sais pas en français comment ça s'appelle, mais en anglais je connais, genre la couronne, le front, le troisième œil, la gorge, le plexus solaire, etc. Il y en a 7 ou 8, je me souviens. Et ce modèle théorique a été développé dans un livre qui s'appelle les Upanishads, autour de moins 1000, moins 2000. Donc il y a à peu près 3000, 3500 ans. Et ce modèle théorique, en à peu près 3000 à 3500 ans, n'a jamais changé.
Il a toujours été le même. Il y a personne qui est venu et qui a dit en fait ça n'existe pas, ou il faut qu'on enlève une chakra, ou qu'on rajoute deux chakras, ou qu'on s'est trompé de lieu, etc. Alors que si on prend le même exemple sur comment fonctionne le corps, mais par exemple en utilisant la méthode scientifique, par exemple pour la médecine, on va remarquer que en moins 500 ou je sais pas quand, je me trompe un peu sur les dates, mais c'est approximatif. On avait les humeurs, on pensait que le corps était fait de 4 humeurs qui, quand elles se déréglaient, on tombait malade. Puis on s'est dit non, en fait c'est pas comme ça. Il y a peut-être des mauvais esprits. Et puis on a changé. Et puis on a dit en fait il y a des maladies qui peuvent rentrer en nous. Puis on a découvert les virus. Puis on a découvert la génétique. Puis on a découvert l'épigénétique. On s'est dit non mais on s'est trompé. L'histoire de la médecine est semée de fausses routes et de tromperies. Puis on a dit il fallait faire des saignées. Puis on a remarqué que les saignées c'était des facteurs confondants et que ça faisait rien. Puis on a des médicaments qui ont marché puis qui n'ont pas marché. Et en fait c'est genre on avance puis on recule puis on se trompe puis on machin. Et le modèle théorique est éclaté. Il part dans tous les sens. Et jusqu'à maintenant parfois en tout cas pour la médecine, pour d'autres sciences c'est différent. On découvre encore de nouvelles choses. Et donc, d'un côté, on a un système, un modèle théorique qui a quasiment jamais changé en 3000 ans, et un système théorique qui part vraiment dans tous les sens, qui change d'avis parfois chaque décennie, quoi. Et bizarrement, dans la perception publique, les scientifiques sont des gens bornés qui changent pas d'avis, et par exemple, les personnes qui sont dans les auras et les chakras et les énergies, eux sont ouvertes d'esprit. Alors que c'est elles qui ont jamais quasiment changé d'avis en 3000 ans. Donc, je pense qu'au contraire, la science est... Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Stanislas Lem, qui écrit des livres de science-fiction, et il y a un livre qui s'appelle en anglais His Master's Voice, où il y a la science qui est comme un sorte de personnage, et elle dit je suis une destructrice de vérité. Genre, j'ai détruit beaucoup plus de vérité que j'en ai apporté. Et on le voit, que ce soit avec l'astronomie, pendant longtemps, on disait intuitivement la Terre est au centre de l'univers, et en fait non, elle l'est pas, et puis le Soleil tourne autour de la Terre, et en fait non, elle l'est pas. Et au contraire, la science, c'est quelque chose qui a cassé petit à petit le mythe de l'humain tout puissant au centre de la création divine. Donc voilà, le cherry picking, c'est complètement autre chose. C'est quand dans un set de données, je vais aller chercher les données qui m'arrangent, tout simplement. Bah, merci pour tout ça. Après, je voudrais quand même préciser mon propos. Au départ, cette question que je posais, elle était plutôt dans la face visible de l'iceberg scientifique de la part de gens qui ne le sont pas. C'est-à-dire que la pratique scientifique en elle-même a toutes les nuances que tu lui portes. Ça, j'en doute pas. Je doute pas qu'il y ait des gens qui préfèrent douter que d'être sûrs. Et juste simplement, c'est nous, en tant que spectateurs, entre guillemets, on a tendance à utiliser les études, à utiliser les éléments, et donc justement à faire du cherry picking, et puis c'est tout. Et donc c'est pour ça que... mais je te remercie d'avoir répondu à ça C'est aussi. intéressant que tu mentionnes ça, parce que ça, par exemple, c'est une vision assez récente. Et pour moi, la connaissance, il y a un proverbe en libanais, je le traduis, qui dit genre la connaissance est tout le temps la fille de son époque. C'est-à-dire cette vision du scientifique, froid, technique, méthodique et certain, est très très récente. Et je pense qu'on peut la lier à certains modèles politiques presque et idéologiques des dernières 30, 40 années. Mais par exemple, quand moi j'ai grandi, l'image du scientifique, c'était un peu le scientifique fou à la Frankenstein. Genre l'image la plus connue d'Einstein, c'est Einstein qui tire la langue, d'une sorte d'émerveillement et de folie. Genre quand Franklin veut comprendre c'est quoi la foudre, qu'il envoie un cerf-volant dans le ciel avec un fil électrique et une clé pour essayer de choper la foudre dans une bouteille. On est très très loin de la vision du public, du scientifique aujourd'hui qu'on attribue à genre des conflits d'intérêts, de l'argent, de trucs hyper méthodiques, des études avec P inférieur à 0,05, des seuils de significativité, des trucs hyper... Alors que la science, pour moi, c'est une fascination et une obsession par la beauté du monde naturel. On est tellement fasciné par le truc que ça nous bouffe de l'intérieur et qu'on veut l'explorer, que ça devienne l'œuvre d'une vie. Et du coup, ça m'intéresse et j'ai écrit quelques articles. Je publie une chronique dans un journal et un de mes récents articles, c'était cette transformation dans la perception publique du scientifique, qui est supposé être un peu le scientifique, un peu à la Docteur Folamour de Kubrick ou des choses comme ça, au scientifique quasiment genre l'employé de Pfizer. Je disais que c'est dommage, pour moi un scientifique c'est un peu comme un poète, et les deux essayent de capturer l'essence de la beauté du monde naturel. En fait, là, tu nous parles de récit collectif, en gros, si je comprends bien, par rapport aux scientifiques. On a déjà abordé un peu ce sujet-là avec un invité précédent qui est Carlos Tinoco et qui
traite à la fois du sujet de la douance et des récits collectifs et des récits singuliers. Et il y a quelque chose dans ton travail qui a attiré mon attention, c'est justement le récit singulier qu'on se raconte. Tu as appelé le cerveau notre conteur d'histoire, si je ne trahis pas ta pensée. Est-ce que c'est de cette nécessité de rendre notre récit cohérent que naissent les biais cognitifs? Non. On est des conteurs d'histoire, on a besoin de narrativité. Je recommande un livre de Lionel Nakache qui s'appelle Le cinéma intérieur, qui explique très bien cette narration de. En fait, quand on se souvient de notre vie, c'est comme un film. Genre un film, il y a le personnage principal qui monte dans une voiture, puis il y a un cut, puis on le voit arriver quelque part. Et si vous essayez de vous souvenir de votre journée d'hier, c'est un peu des cuts. Genre je me suis réveillé, je suis allé au taf, puis je suis rentré chez moi, mais je me souviens pas de mon trajet dans le métro. C'est comme si c'est coupé. Donc la narrativité est un outil très important pour créer de la cohérence, parce qu'on n'a pas accès à tout. On se souvient pas de tout, notre mémoire n'est pas parfaite. Genre là, je pense que ça fait 20 minutes qu'on se parle et on serait incapable, aussi bien toi que moi, de répéter exactement ce qu'on a dit. Donc, ce souvenir, et donc, ce compteur d'histoire permet une sorte de cohérence. Et après, ça permet une cohérence intra-individuelle. Il y a un chercheur qui s'appelle Stan Klein qui travaille sur le self et qui explique que cette narrativité est nécessaire pour conserver une cohérence depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, que j'ai toujours existé alors que j'ai pas de souvenir de tout ça. Alors que les biais cognitifs, c'est autre chose. Les biais cognitifs sont une sorte ça dépend dans quel cadre théorique, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur c'est quoi la nature des biais cognitifs, mais si on prend le cas théorique cognitiviste de l'école de Daniel Kahneman, celle dont la majorité des gens utilisent quand ils parlent de biais cognitifs, c'est une sorte de prix à payer pour le coût de notre fonctionnement par approximation. On n'a pas le temps ni les ressources nécessaires pour fonctionner de manière précise, donc on fonctionne par approximation, mais parfois ces approximations ne sont pas top et se trompent, et ces fois où on se trompe sont prévisibles, et du coup on appelle ça des biais cognitifs. Évidemment, dans le compteur d'histoire, les biais cognitifs peuvent se trouver dedans, mais c'est pas le compteur d'histoire qui est la cause et la source de nos biais cognitifs. C'est très clair. Ça contredit un petit peu les idées que j'avais, j'aime bien. Et je me dis, dans quelle mesure les biais cognitifs aussi sont peut-être liés au fait qu'on soit en permanence juge et partie de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit. Est-ce que ça te paraît pertinent comme On est tout le temps jugé explication? parti, et je pense pas que l'objectivité existe. On est tout le temps jugé parti de ce qu'on fait, que ce soit par notre éducation, par notre culture, par notre tempérament, etc. On peut tendre vers de l'objectivité, parce qu'il faut pas tomber dans le relativisme. Il y a un texte d'Isaac Asimov, un autre auteur que j'aime beaucoup, qui écrit de la science-fiction, qui s'appelle La relativité du faux. Qu'on peut se tromper, mais deux personnes qui se trompent n'ont pas nécessairement le même degré de tromperie. Par exemple, si je veux écrire le mot mouchoir, et quelqu'un écrit mouchoir M-U-C-H-O-I-R-S, donc le O, il a faux, mais il a moins faux que quelqu'un qui écrit mouchoir X-P-T-Q-R-S. Du coup, on peut tendre vers l'objectivité, mais on est tous tout le temps subjectifs. Et évidemment qu'on est juge et partie en permanence de tout. Mais pour moi, c'est pas très grave, vu que je pense pas que l'objectivité soit une qualité nécessairement très très souhaitable. Ça, c'est une autre fausse conception, je pense, que les scientifiques veulent tout le temps être objectifs. C'est pas vrai. C'est juste qu'on veut expliciter notre subjectivité. Par exemple, si je veux faire des recherches sur les biais cognitifs, encore une fois, il y a plusieurs écoles de pensée sur les biais cognitifs. Donc, je suis tout le temps subjectif quand je suis en train d'étudier les biais cognitifs. Mais quand on applique la méthode scientifique, il faut juste déclarer sa subjectivité. C'est un peu comme si un journaliste a une idéologie politique, où personne n'est vraiment neutre. C'est juste au lieu de laisser la charge au lecteur d'essayer de deviner c'est quoi l'angle d'attaque du journaliste, ou que le journaliste essaye de cacher sa subjectivité, de dire en fait bonjour, je suis journaliste de gauche et voici mon opinion sur cette situation, bonjour, je suis journaliste de droite, bonjour, je suis journaliste du centre, bonjour, je suis journaliste qui a des valeurs humanistes, ou qui a des valeurs nationalistes, ou qui a des valeurs pour qui la sécurité est très importante. Et du coup, c'est juste de faire émerger la subjectivité pour qu'on puisse la prendre en compte quand on est en train d'évaluer un travail. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus objectives, hein. Genre, par exemple, je sais pas, le déplacement des objets dans l'espace, ça fait très longtemps qu'on l'étudie, du coup, on dit, ok, ça a l'air d'être clean, et du coup, c'est relativement assez stable, il y a de la connaissance se stabilise avec le temps, à travers les milliers d'humains qui bossent dessus, et quand quelque chose se stabilise en science, on appelle ça une théorie, donc la théorie de la relativité, la théorie de la gravité, la théorie de l'évolution, etc. Et sur tout le reste,
C'est important de faire émerger sa subjectivité parce que la connaissance n'est pas encore assez stabilisée. En neurosciences, elle est encore très loin d'un champ stabilisé. Donc, Est-ce que donc du coup, ce que tu me dis, c'est que étonnamment, l'objectivité n'est pas une direction vers laquelle tu veux aller en faisant tes recherches. on peut tendre, mais ça ne veut pas dire qu'on l'atteint. Si, si, bien sûr, je ne suis pas en train de dire je vais faire une recherche pour prouver que j'ai raison. Mais je fais des recherches en prenant en compte des biais inhérents à mes questionnements. La méthode scientifique est objectivante, mais le questionnement scientifique dépend du chercheur. Il faut que je m'intéresse à quelque chose pour développer un protocole de recherche. Une fois que j'ai développé mon protocole de recherche, évidemment que je vais faire le protocole de recherche le plus robuste que je peux trouver, qui peut m'extraire de l'équation autant que possible. Mais il y a le biais initial qui est j'ai décidé de m'intéresser à ça. Par exemple, je peux décider de m'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on est plus intelligent. Est-ce que c'est avoir mangé un burger ou pas avant un exercice? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des burgers dans mon environnement et que je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qui fait que je réussisse un examen. Et ça, c'est un parti pris. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre que moi va questionner qu'est-ce qui fait qu'on peut aller vite, indépendamment de si on a bon ou pas, et est-ce que dormir sur un oreiller en coton ou un oreiller en plume a un impact sur le truc. Et tout ça, ce questionnement, il faut qu'on prenne des décisions. À quoi est-ce qu'on s'intéresse? Et ce à quoi est-ce qu'on s'intéresse dépend du chercheur ou de la communauté de chercheurs, parce qu'on peut jamais extraire un humain de sa communauté. C'est pour ça que je disais la connaissance est fille de son époque. Euh, et ça, c'est là où je dis que la science et l'art sont des lampons. Quand on a commencé l'ère industrielle, ça a percolé au monde de l'art et il y a eu tout un nouveau genre qui s'appelle la science-fiction, qui a après fait des retours dans la science. Et c'est Asimov, qui est un auteur de science-fiction, qui a créé la base de la robotique, qui est aujourd'hui utilisée par Boston Dynamics, parce qu'il y a une perméabilité entre la connaissance et la société dans laquelle on vit. Et du coup, quand des chercheurs en robotique décident de prendre Asimov, ils sont pas vraiment dans une subjectivité. Le mec était auteur de bouquins. Moi, j'ai remarqué ça, on se demande souvent pourquoi certaines personnes commettent des atrocités, des pétages de plomb. Et pour ma part, c'est l'inverse qui m'interroge et qui me fascine. Je me demande régulièrement pourquoi on pète pas plus souvent les plombs. Je suis d'accord avec ça. Je parle pas des actes prémédités, je parle des actions soudaines, des états seconds incontrôlables. Est-ce que les biais cognitifs servent aussi de garde-fou à ces moments de sortie de route? Ils peuvent, mais ils peuvent aussi être des éléments catalyseurs. Les deux. Les biais cognitifs peuvent être, par exemple, une de très bonne raison de cohésion sociale. C'est un peu la mauvaise foi qui fait que je pense que mes potes sont meilleurs que les potes des autres, ou que ma fille est géniale, et je suis pas objectif en me disant ma fille et la fille du voisin, je vais les traiter de la même manière. Je ferais beaucoup de mal à me lier affectivement à elle. Mais aussi parfois les biais cognitifs font que de la violence peut émerger à travers des biais, par exemple, d'endogroupe où un groupe d'humains décide qu'ils ont raison, qu'ils ont tort en abandonnant toute forme de, de quoi que ce soit, en faisant justement soit du cherry picking, soit des choses comme ça. Et du coup, donc je pense que, encore une fois, les biais cognitifs, c'est une sorte de propriété. C'est comme si tu me demandes, en fait, est-ce que le fait qu'on puisse marcher fait qu'on pète des plombs? C'est une sorte de propriété de notre fonctionnement. C'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Genre, moi, ça fait 15 ans que je bosse sur les biais cognitifs, j'ai autant de biais cognitifs que toi, hein, ou que n'importe Oui, quelle oui, bien personne qu'on sûr. arrête dans la rue. C'est une propriété de notre fonctionnement, donc on a des biais cognitifs. Et après, elles font plein de trucs. Parfois, ils font des trucs qui sont bien, parfois, ils font des trucs qui sont pas bien. Ça dépend du contexte, ça dépend avec qui je suis, ça dépend de mon opinion, de toutes ces choses. Tu parles également de la nécessité de penser contre son cerveau, de réfléchir comme un détective plutôt que comme un avocat. Est-ce que, Mhm. si j'ai bien compris, donc les biais poussent notre cerveau à fonctionner essentiellement comme un avocat, et est-ce qu'il s'agit plus de faire un partenariat entre le détective et l'avocat plutôt que de remplacer l'avocat par le détective? En tout cas, dans certaines situations, par exemple sur des sujets qu'on appelle socio-scientifiques ou des choses comme ça, effectivement, il vaut mieux penser contre son cerveau, c'est-à-dire essayer de voir pourquoi je pense ce que je pense, au lieu de juste confirmer comme un avocat ferait, parce qu'un avocat, il a son client, il veut réorganiser les preuves pour défendre son client, et parfois, effectivement, ça peut être une meilleure attitude épistémologique à avoir, d'essayer de se challenger, voire de faire confiance aux autres au lieu de se faire confiance à soi-même. Mais il y a d'autres situations, encore une fois, avec ma fille, je veux vraiment être un avocat et pas nécessairement un détective, avec mes potes, avec mon club de foot, avec ma série que j'aime bien, avec mes réalisateurs préférés, etc. Donc ça dépend. Sinon, ce serait trop coûteux si je veux tout le temps être un détective, être tout le temps en train de penser contre mon cerveau. S'il y a une chaîne de restaurants que j'adore et je pense qu'ils font la meilleure pizza de Paris, je vais pas me dire non, je vais penser contre mon cerveau et peut-être que la pizza à l'autre bout de la ville est meilleure. Je vais dire
ok, j'adore cette pizza et ça va me faciliter la vie, quoi. Mais sur certains sujets qui ont un trait avec la cohésion sociale, avec le fonctionnement d'une société, avec des sujets politiques, avec des sujets socio-scientifiques, effectivement, je pense qu'une meilleure attitude, on revient à cette notion d'humilité épistémique, serait plus utile de résister à ces pensées automatiques, à ces émotions automatiques, à ces intuitions automatiques, au lieu de juste les confirmer en permanence. À titre personnel et donc de façon très subjective, j'ai du mal avec l'expression il faut faire de la pédagogie, alors que j'adore apprendre. Mais quand j'entends médiatiquement cette expression, je traduis quand même ça comme le fait qu'il n'y a qu'une seule vérité, et qu'il y a donc d'un côté ceux qui ont la vérité, et les couillons qui n'ont pas encore compris. Toi qui, à mon sens, toujours fait de la pédagogie au sens noble du terme, est-ce qu'il t'est arrivé d'utiliser ce qui est devenu dernièrement, du moins il me semble, un élément de langage? Alors, si quelqu'un va aller voir toutes les vidéos que j'ai faites, peut-être qu'à un moment j'ai dit qu'on devrait faire de la pédagogie, mais effectivement, je suis pas très fan d'une approche paternaliste de la construction de la connaissance, en mode top-down, on va aller expliquer aux gens pourquoi ils sont bêtes. Mais ça veut pas dire que je pense qu'il y a aucun sujet où il y a une vérité. Il y a des choses qui sont vraies, et c'est important de ne pas, dans un souci de ménager un peu tout le monde, de ne pas le dire. Par exemple, si je saute du 5e étage, il y a de fortes chances que ça se passe mal, quoi. Je vais pas aller dire, si quelqu'un me dit non, moi je crois que sauter du 5e étage, c'est top, bah, quelqu'un devrait lui faire de la pédagogie et lui expliquer la gravité. Mais je pense que beaucoup de fois, cet argument de la pédagogie, j'ai même écrit une tribune dans Libération avec Thibaut Grissinger, un ami chercheur, parfois c'est utilisé une sorte d'arme intellectuelle pour discréditer certaines hypothèses qui pourraient avoir le mérite d'être explorées, ou pour discréditer l'expérience phénoménologique, l'expérience subjective de vie d'un certain groupe de personnes. Mais il ne faut pas confondre l'utilisation d'une arme ou d'un sujet. En anglais, on dit weaponization, genre transformer en arme quelque chose, d'un point de vue paternaliste, pour justement dire vous ne savez pas, moi je sais. Donc la solution au problème que nous avons, c'est la pédagogie pour les expliquer aux couillons, pour prendre tes mots, pourquoi ils sont cons, versus une vraie pédagogie de partager la connaissance accumulée par notre espèce, parfois depuis des siècles, pour apprendre. Genre le théorème de Pythagore, si quelqu'un n'arrive pas à construire une balançoire parce qu'il sait pas comment calculer la taille de la corde pour pas qu'elle touche au sol, et je vais aller lui faire des cours de trigonométrie, bah, je pense pas que c'est un couillon, au contraire, je pense que je suis en train d'essayer de l'aider à mieux pouvoir construire sa balançoire. Mais aller dire à des gens, en fait, cette loi est bonne pour vous, et c'est juste que vous êtes pas con, vous êtes trop con pour le réaliser, et donc je vais faire avec vous de la pédagogie pour vous expliquer pourquoi cette loi que vous considérez mauvaise pour vous est bonne pour vous. Là, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Je me posais cette question un peu innocente. Est-ce que, en faisant de la vulgarisation, t'as pas peur de générer de l'illusion de connaissance au sujet des biais cognitifs? Si, bien sûr. C'est pour ça que la première page de mon bouquin, c'est un avertissement qui dit peut-être que tout ce qu'il y a dans ce livre va être prouvé faux. Et c'est souvent aussi pour ça que j'explique que mon livre n'est pas un sujet d'explication des biais cognitifs. Genre, les biais cognitifs, c'est juste le chapitre 3. Le reste du livre, c'est quels sont les contextes dans lesquels notre perception de le réel peut être altérée. Donc je parle du stress, je parle de la dissonance cognitive, je parle des groupes sociaux, je parle du raisonnement motivé, je parle de l'impuissance acquise, je parle de l'illusion de connaissance. Et souvent, quand je fais des conférences, si des personnes ont déjà assisté à mes conférences, il y a très très peu d'une partie de que peut-on faire. Genre ma partie que peut-on faire, par exemple, parfois je fais des confs de 5 heures, et ma partie de que peut-on faire, c'est genre 20 minutes. Et souvent, c'est peut-être une des critiques qu'on me fait le plus souvent quand je fais des confs, c'est mais tu nous as pas donné des clés. Et j'essaye d'expliquer que mon boulot, j'aime bien dire que c'est de l'explicitation, c'est-à-dire d'expliciter un problème, pas nécessairement de produire des solutions, parce que je pense que ça n'existe pas, des solutions rapides. Et souvent aussi, mes conférences, pour ceux qui ont assisté à mes conférences, vont assez vite et sont assez denses. C'est pas genre je vais parler 20 minutes d'un même truc sur une slide, c'est tac tac tac, parce que je veux que les personnes, on me dit c'est trop rapide, j'ai pas pu suivre tout, et je leur dis bah c'est justement le but, parce qu'à la fin de mes conférences, j'aime bien que les gens se disent oula c'est complexe, plutôt qu'ils se disent c'est bon j'ai compris le cerveau, parce que c'est pas possible de comprendre le cerveau aussi vite, c'est même pas possible de comprendre le cerveau très lentement non plus, en tout cas de le comprendre dans sa
totalité. Et donc, j'essaye de mettre en place des sortes de garde-fous pour justement que les personnes qui viennent à mes confs et tout ça, à la fin, se posent des questions plutôt que ne se disent, on a compris comment fonctionnent les biais cognitifs. C'est pour ça aussi que j'ai dit il y a quelques minutes que j'ai autant de biais que les autres, parce que ce serait ma peur bleue de se dire on va devenir des experts en biais cognitifs et du coup ne plus en avoir. C'est pas possible. Ok. Donc si, c'est une peur qui me traverse tout le temps. Ouais. Merci pour ça aussi. Parce que justement, c'est bien de voir que là où en fait il y a des références et il y a des codes qui sont plus rigoureux que ceux qu'on utilise nous au quotidien, il y a aussi cette, je sais pas comment dire, mais cette conscience d'être aussi faillible que les autres en fait finalement, avec plus d'expertise, c'est tout. Oui, Euh, c'est juste, c'est ça. Et puis, il y a aussi ce risque de vouloir trop bien faire, et donc que ça soit limpide et clair pour tout le monde. Et du coup, des gens qui regardent une ouais. vidéo de 20 minutes et se disent on a compris la physique quantique, ça me fait très très Mm, peur. ouais. Et dans ta réponse là juste avant, tu nous évoquais la notion de réel. Est-ce que bah, tu as une proposition de définition à nous donner de ce que c'est le réel pour toi? Oui, c'est une citation de Philippe K. Dick qui dit le réel, c'est ce qui reste quand on n'y croit plus. J'aime bien cette citation de Dick, je trouve qu'elle est assez élégante. Du coup, quand Ouais, quelqu'un me ouais. dit oui, mais c'est quoi le réel, etc., je sors cette citation et comme ça, je suis déchargé. Ah, eh ben, écoute, ça me va, je prends. D'autant plus qu'à titre personnel, je veux pas du tout me comparer à Philippe Cadic, donc je connaissais pas cette citation avant, mais j'avais écrit dans un coin de carnet, la dépression, c'est éteindre toutes les lumières pour savoir ce qui reste allumé. Donc c'est un peu la même idée. Bah, pourquoi pas. On peut considérer que le réel est déprimant, et dans ce cas-là, les deux définitions se retrouvent. Ouais, je pense qu'une dépression va ramener de la réalité dans un système qui est devenu un petit peu hors sol au bout d'un moment. Enfin, Ou la c'est un peu la dépression, vision que j'en ai grossièrement. ça dépend de la dépression. Il y a des dépressions, au contraire, qui vont trop noircir le tableau. Par exemple, on fait des études Hmm. en perception, et on a montré que, par exemple, quand on a des dépressions résistantes, on voit les couleurs avec plus ternes, avec moins de contraste. Du coup, ça altère même la perception des couleurs dans le quotidien. Ouais, dans l'idée, je parlais plutôt justement du principe de la dépression qui va jusqu'au bout, et c'est-à-dire jusqu'à sa Ouais. résolution. Ah bah ça, c'est tout un truc. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Tout à l'heure, on évoquait Daniel Kahneman, et donc bah, le livre le plus connu et le plus vulgarisateur des biais cognitifs à ce jour, c'est Système 1, Système 2, je crois. Ouais. Euh, et donc, est-ce que, bah, du coup, est-ce que tu appuies ton travail sur ce livre également, ou est-ce qu'il est dépassé? Et est-ce que tu peux nous expliquer le principe du système 1 et du système 2 de la manière dont tu le vois toi? Alors, je dirais pas qu'il est dépassé, mais je dirais pas qu'il est le seul. Donc, système 1, système 2, Kahneman propose deux systèmes de pensée, un système rapide, approximatif, heuristique, et du coup, qui a souvent des biais, et un système 2 qui vient être plus lent, plus délibéré. Par exemple, quand j'apprends à conduire, je conduis en système 2, mon pied sur l'embrayage, etc. Une fois que je sais conduire, je passe en système 1, c'est automatisé. Et donc, on appelle ça les systèmes dualistes de traitement de la pensée, du traitement d'information. Il y a toute une école de pensée là-dessus. On n'a pas de preuve encore physiologique de la présence de ce système 1, système 2 dans notre cerveau, donc c'est un peu une sorte de métaphore pour le moment. Il y a des personnes qui cherchent, des personnes qui trouvent des petits trucs parfois, mais disons que c'est pas assez probant encore. Et je trouve que c'est un bon cas théorique, c'est pas le seul que j'utilise, parce que je suis intéressé par d'autres. Il y a, je sais pas, la cognition incarnée, que notre cognition dépend aussi de l'état de notre corps, du contexte. Il y a la rationalité adaptée, adaptative, je sais pas comment on traduit, adaptative de Gerd Gigerenzer, qui considère qu'on n'a pas de biais, que les biais sont une sorte d'artefact du laboratoire et qu'on est relativement assez rationnel au final. Euh, il y a les systémiciens, il y a plein, même chez les cognitivistes, il y a plusieurs, Gigerenzer et cognitivistes d'ailleurs. Donc ça dépend, mais je dirais pas que c'est dépassé, non. Ok. Mais c'est pas, ça Oui, c'est pas non plus imposé comme un cadre théorique unifié. ouais. Encore une fois, en science, on est souvent pas d'accord. Genre Gigerenzer et Kahneman se font la guerre depuis 30-40 ans maintenant. Et les gens disent, ouais, même vous, les scientifiques, vous n'êtes pas d'accord. Mais ils sont d'accord sur 99% de comment fonctionne le cerveau, les neurones, les synapses, les neurotransmetteurs, etc., etc. Ils sont en désaccord sur une sorte de technicalité qui va paraître hyper importante parce qu'il publie beaucoup et il y a des lettres qui sont écrites, puis réécrites, puis des arguments et contre-arguments, etc. Mais c'est ça qui rend le truc intéressant. Et on n'a pas encore une réponse stabilisée d'un modèle théorique unifié de la cognition humaine. Et on est encore assez loin d'ailleurs de l'avoir. Donc.
Ce que tu évoques, c'est là où la science et le rap se ressemblent finalement. Ouais, c'est ça. West Coast et Il y a East des Coast. clashs de scientifiques. Ouais. Bah, il y a pas mal de clashs de scientifiques et certains sont vraiment assez fascinants, hein. Je me posais aussi cette question, du coup, je me disais, parce que dans la chronologie, dans l'exemple que tu évoquais, en fait, en conduisant, effectivement, on a besoin de son système 2 pour apprendre à conduire et pour rendre naturel des gestes qui deviendront automatiques ensuite Ouais. et qui passeront dans le système 1 et on pourra être en automatique sur ces façons de faire là. Ouais, Mais mais si on est peut-être perdu, on qu'au bout d'un rebascule en moment, système 2. oui, mais je me demande dans quelle mesure la chronologie peut pas être inversée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, notre système 2, il se base quand même sur ce que le système 1 a appris d'automatique. Et donc Ouais. je me demandais dans ce cas-là si on pouvait pas faire... Alors j'ai pas envie, je me sens pas l'âme de bousculer toute la théorie, mais je me demandais si c'était pas plus un système 1 bis du coup, parce qu'il y a un effet de l'un sur Non, l'autre. on appelle ça des boucles de rétrocontrôle, en fait. C'est-à-dire, il y a comme une flèche qui va du système 1 au système 2, du système 2 au système 1, du système 1 au système 2, du système 2 au système 1, du système 1 au système 2. Et la majorité Ok. du fonctionnement du cerveau, c'est par ces principes de boucle de rétrocontrôle. Par exemple, je sais pas, ma fille a 1 an et quelques semaines, elle essaye d'apprendre à marcher, elle essaye de marcher, elle va apprendre heuristiquement. Son cerveau fait pas des calculs précis, il essaye. Et, par exemple, elle tombe et ça va faire un boucle de rétrocontrôle et son cerveau va bouger son pied de quelques millimètres, puis bouger son bassin de quelques millimètres, etc., jusqu'à ce que ça fonctionne relativement bien et c'est par itération qu'on apprend. C'est la même chose quand elle a commencé à essayer de mettre la cuillère dans la bouche, alors elle faisait partout, et petit à petit, il y a ces boucles de rétrocontrôle, et elle y arrive, et ça va s'automatiser, et parfois elle va devoir se reconcentrer, parce que c'est une cuillère qu'elle ne connaît pas, etc. Mais c'est la majorité du fonctionnement du cerveau fonctionne sur ces principes de boucle de rétrocontrôle. Ok, ouais, c'est super intéressant et du coup il y a le mot aussi d'heuristique qu'on peut amener Oui, dans c'est le les jargon. approximations, ce que je disais, Ouais. c'est une solution approximative qui marche relativement bien, et quand elle marche pas top, bah, c'est un biais. Ok. J'ai une question peut-être plus personnelle pour toi. En fait, si je résume ça à ma manière, tu arrives à être calme en constatant le vide autour de toi. Tu acceptes de douter. Et tu constates le peu de crédit que tu peux accorder à ce sur quoi tu appuies tes raisonnements. Ça n'a pas l'air d'être un problème pour toi de consacrer ta carrière à la découverte de choses qui seront invalidées par la suite. Et je pense que beaucoup de personnes paniquent face à ce vide et je me demande comment tu nous expliquerais à ta façon, comment tu prends plaisir à ces incertitudes cumulées et qui s'annulent, qui se Parce que je suis stimulent les unes fasciné, les autres. déjà, je pense pas que les gens seraient en panique. Je pense que moi, je pourrais être en panique aussi, parfois. On n'est pas tout le temps calme, mais encore une fois, on n'a pas de compétences surhumaines. Avant de faire l'émission, tu m'as demandé si je me considérais, genre, dans les surdouances et tout ça, et je t'ai dit, je me considère comme quelqu'un de moyen. Et je pense que la moyenne, c'est un endroit très, très rassurant. Plus de personnes devraient l'essayer. Euh, et, euh, Et comment je fais? C'est parce que je suis pas attaché à la découverte, je suis attaché au sujet. Genre, je trouve que le cerveau est fascinant. Et donc, pour moi, quand je découvre une nouvelle chose, ça m'excite. Genre, je suis content. Parce que si je me trompe, c'est que j'avance. Et peut-être que aussi, moi, personnellement, je joue à pas mal de jeux vidéo. Et j'aime bien les jeux vidéo difficiles. On va dire ça comme ça, pour pas rentrer dans la technicalité des jeux vidéo. Et du coup, je peux jouer des jeux vidéo où pour passer à un niveau, il faut genre mourir dans le jeu, hein. 100, 200, 300, 400 fois, parce qu'à chaque fois, je vais apprendre un nouveau truc. Et du coup, évidemment, si je me trompe dans une conversation, je suis pas content, hein, mais ça ne me dérange pas de me tromper d'un point de vue formel dans une recherche pour comprendre quelque chose, parce que c'est en fait, on nous apprend, à la fac presque, très tôt que on s'appelle chercheur, pas trouveur, quoi. On passe plus de temps à chercher qu'à trouver. Et du coup, évidemment qu'on va se tromper. Et quand on se trompe, c'est qu'on avance. Donc, après, si demain on découvre qu'on s'est trompé sur le fonctionnement d'un neurone et sur les synapses, je pense que ça me mettrait en panique. Mais encore une fois, on est en train de se tromper sur des trucs très... Genre sur la falaise de la connaissance. Si on dit que la connaissance est une sorte de truc qui s'élargit, bah, quand on est sur la frontière et qu'on se trompe, bah, c'est normal, on va faire un peu marche arrière et prendre un autre chemin. Mais si on se trompe on découvre qu'on s'est trompé, genre, de la base, que genre, le raisonnement, en fait, il est dans le coude, bah, ça va me mettre en panique si demain quelqu'un prouve que le raisonnement, il est dans le coude et pas dans le cerveau. Si, je me mettrais pas mal, ouais. Ok. J'en reviens un petit peu justement, tu évoquais juste avant les étiquettes qui font partie des centres de préoccupation de cette chaîne YouTube. On a reçu des invités concernant la douance, l'autisme, l'hypersensibilité notamment. Il y a une espèce de flou artistique entre ces étiquettes qui à des moments se ressemblent, à des moments
se différencie. Les contours sont pas très nets. Pour l'autisme, qui paraît être ce qu'il y a de plus scientifiquement accompagné et étayé, eh bien, il y a la notion de spectre qui rajoute un petit peu de flou quant aux frontières. Et en fait, ce principe d'étiquetage en lui-même, quel danger et quels avantages ça a pour toi d'avoir des diagnostics à poser sur des situations? Alors, les dangers, c'est de se tromper d'étiquette, tout simplement. D'étiqueter quelque chose avec un truc où l'étiquette n'est pas la bonne, ce qui serait pas top. Ce qui L'avantage, c'est arrive. oui, bien sûr que ça arrive. Par exemple, je vais pas me prétendre expert sur ce sujet, mais je m'y connais un peu parce que je suis psychologue et je fais de la thérapie. Par exemple, l'un des trucs les plus surdiagnostiqués au monde, c'est la surdouance, surtout maintenant, parce que c'est aussi un business très juteux. Mais et Oui, aussi, bien c'est un sûr. récit. On parlait des récits. C'est un récit très attractif de dire à quelqu'un qui est en souffrance, en fait, tu souffres parce que tu es trop intelligent et les autres sont juste trop bêtes pour te comprendre. C'est infiniment plus flatteur que de dire à quelqu'un tu souffres parce que tu es trop bête, par exemple, ou tu souffres parce que c'est dur, la vie, ou tu souffres, etc. Donc ce récit de... Alors que dans les recherches, on remarque que dans la majorité écrasante des cas, quelqu'un qui est surdoué, c'est un facteur de protection, rarement un facteur de souffrance. Mais bon, c'est pas mon sujet, donc je vais pas m'y pencher dessus. Et si on revient à la question initiale, d'un point de vue formel, moi ça m'intéresse le modèle. On a quelque chose dans le monde réel qui s'appelle la problématique dimensionnelle. C'est que justement, une grande partie des choses dans la vie sont sur un continuum, un spectre. Par exemple, le spectre le plus connu est sans doute le spectre de lumière. Le spectre de la lumière, c'est les couleurs. Et du coup, je sais pas ce que j'ai à côté de moi. Par exemple, si je prends cette couverture, et ou celle-ci, c'est bien. Genre là, il y a... C'est quelle couleur? Voilà, du bleu, du bleu. Mais tout ça, ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est du bleu, alors que clairement, c'est pas la même couleur. Genre là, c'est plus clair, là, c'est plus foncé avec la lumière et les reflets. Mais on appelle ça bleu. Alors que les couleurs, c'est un spectre. Il n'y a pas un endroit où le rouge devient orange, où l'orange devient jaune, le jaune devient blanc, où le bleu devient vert, ou le vert. Et donc, cette problématique dimensionnelle, que les choses sont sur un spectre, c'est très difficile de fonctionner dans le monde si on veut vraiment être fidèle au spectre. Par exemple, si je veux te dire j'aime bien ton pull, il faut que je puisse le mentionner. Et c'est quoi les couleurs? C'est des longueurs d'onde. Et je pourrais les formaliser en chiffres. Donc, te dire j'aime bien ton pull 433, mais mon pantalon, par exemple, là, qui est presque la même couleur que ton pull, c'est du 436. Ça va être très compliqué de discuter ensemble. Et du coup, la problématique dimensionnelle, on a proposé une solution qui s'appelle la solution catégorielle. On va catégoriser, on va mettre des étiquettes, et on va dire que dans ce spectre, on va le découper et dire ça c'est le bleu, ça c'est le vert. Et du coup, c'est pas grave si tu dis que ça c'est du bleu et que ton pull est bleu et que mon pantalon est bleu, alors que clairement ils sont pas de la même couleur, mais on va dire que c'est du bleu pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Après, il y a certains métiers qui ont besoin de pouvoir faire la différence entre ce bleu et ce bleu. Et du coup, par exemple, si vous êtes graphiste, ils utilisent ces codes. C'est important pour eux, mais dans notre vie quotidienne, genre ça c'est du vert, et on va juste dire que c'est du vert, et peut-être que c'est ça sur mon pull, genre là c'est du vert aussi, et ça va juste être plus simple. Donc l'avantage des étiquettes, c'est de pouvoir rendre le monde fonctionnel. Le désavantage, c'est qu'imagine les couleurs, et on va mettre la même étiquette pour le bleu, le vert et l'orange. On va appeler ça par exemple du bleu. Là on perd la richesse du spectre. Donc l'avantage, c'est qu'on peut parler des choses. Le désavantage, c'est que avec certains mauvais découpages du réel, on peut soit faire des catégories qui soient trop fourre-tout, soit des catégories qui sont hyper précises, et du coup, ça devient inopérationnel. Je dirais ça comme ça. Ouais, super. Merci beaucoup. Bah, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent au fur et à mesure de tes prises de parole. Et là, notamment, j'en ai deux. Ouais. J'avais derrière la tête aussi la question de dire à des moments, il est possible que l'annonce d'un diagnostic, même s'il est exact, aggrave la situation pour la personne qui se sait appartenir à l'étiquette en question. Ça, c'était ma première remarque, question. Enfin, tu vois, c'était te dire qu'est-ce que tu penses cet aspect-là déjà. À la fois que je donne un cours, d'entretien clinique, comment faire des entretiens cliniques. Et le dernier cours, c'est quand la thérapie peut être iatrogène. Iatrogène, c'est-à-dire causer du souci. Genre faire plus de mal que de bien, parce qu'on peut aller mal, on peut... Et justement, il y a toute une partie du cours sur l'annonce du diagnostic. Déjà, est-ce qu'il faut partager le diagnostic? Est-ce que c'est utile de dire à la personne c'est quoi l'étiquette? Parce que moi, pourquoi est-ce que c'est utile en psychologie des étiquettes? Principalement, c'est pour la recherche, pour que je puisse mettre en commun la connaissance de tout le monde. Si quelqu'un découvre quelque chose qui marche sur les personnes qui ont un set de symptômes, bah, on va pas à chaque fois répéter les set de symptômes, on va dire ça s'appelle genre la dépression, ça s'appelle
appelle une phobie alignée. Comme ça, on peut mettre en commun la connaissance, parce que la connaissance fonctionne beaucoup mieux quand on la met en commun et pas chacun est en train d'essayer de réinventer la roue chacun dans son coin. Mais justement, parfois, partager le diagnostic pourrait être pire. Et donc, il y a tout un travail thérapeutique qui est supposé accompagner l'annonce d'un diagnostic si on considère que l'annonce du diagnostic est justifiée. Moi, parfois, je vais décider, parce que c'est pour ça que je suis formé, de peut-être pas partager un diagnostic. Évidemment, si quelqu'un me demande, genre, tu penses que j'ai quoi? Et j'ai une idée, je suis obligé de lui dire, parce que je vais pas cacher à quelqu'un ce que je pense d'elle. C'est elle la personne, et il faut pas être dans une infantilisation, dans un travail thérapeutique. Dire non, je peux pas te dire parce que ça va te faire. Mais parfois, je vais pas particulièrement leur dire de le dire si la personne ne demande pas et si je pense que ça peut faire plus de mal que de bien. Et parfois, je vais même challenger des étiquettes, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir avec leur étiquette, qui viennent me voir et me dire je suis hypersensible. Et je vais peut-être parfois leur expliquer que peut-être pas, quoi. Ou qu'est-ce que vous voulez dire derrière cette étiquette? Parce qu'au final, ce que tu disais au début, c'est très différent une étiquette de quelqu'un qui a vu une vidéo, qui a lu un livre, et une étiquette si moi je suis formé professionnellement avec 12 ans d'études. Donc dans ma tête, il y a des critères diagnostiques. Quelqu'un qui vient et qui me dit je suis surdoué, bah pour moi ça veut dire peut-être quelque chose de très 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 différent que pour elle. Oui, Et donc bien c'est sûr. important déjà qu'on soit sûr que le mot veut dire la même chose pour nous deux. Mais donc oui, parfois c'est mal vécu quand je vais challenger une étiquette d'une personne qui pense que cette étiquette lui convient. Mais si on veut faire un travail thérapeutique, parfois je vais estimer que c'est important de faire ce travail. Ok, super. Donc c'est là où tu as besoin en fait d'avoir le B838 que tu citais tout à l'heure en fait. Exactement. Mais c'est là aussi où on a besoin d'une formation parfois formelle pour comprendre quelque chose. Évidemment, on peut apprendre plein de trucs sur le tas ou personnellement, mais aussi, je sais pas, quelqu'un qui fait des études de 10 ans en ingénierie ou en architecture a quand même plus de chances de mieux bien construire mon appart que quelqu'un qui me dit j'ai appris à construire des apparts seul. Ça veut pas dire que la personne qui a appris seule ne peut pas le faire, mais on est en train de délibérer en probabilité. Il y a plus de probabilité que la personne qui a appris formellement sache le faire mieux que quelqu'un qui l'a pas fait. Ma deuxième question qui me venait tout à l'heure sur ta réponse, tu as évoqué le fait de considérer la douance comme un mode de protection et tu m'as dit c'est pas mon sujet. Alors est-ce que c'était parce que c'était ma question ou est-ce que c'est parce que t'as pas envie de prendre la parole sur ce sujet-là de cette façon? Parce que moi ça m'intéresse. J'ai pas envie de prendre la parole sur ce sujet de cette façon. Ok, ça Mais c'est pas marche. mon Bon. sujet. Après, évidemment, si quelqu'un vient me voir dans une relation thérapeutique, genre j'ai lu les articles, je connais Ouais, la j'entends. littérature, etc., mais en parler publiquement sur un sujet tellement Ok. chargé, où il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de bullshit, beaucoup beaucoup d'argent, plus que tu pourrais imaginer. Il faut savoir choisir ses combats. Et moi, personnellement, c'est pas un combat qui particulièrement me stimule, on va dire. Mais déjà, Ok. j'ai un gros problème avec le récit d'aller dire à des gens, vous souffrez parce que vous êtes trop intelligent. Genre, déjà, le concept. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et vu que c'est l'étiquette qu'on a collée sur mon front, en fait, si tu veux, justement, dans les trois étapes que j'évoquais, la plus importante pour moi, c'est celle que j'ai baptisée numéro 3. Alors, je fais ça dans mon petit coin, hein, évidemment, j'ai pas une influence de malade, mais simplement, l'étape numéro 3, c'est comment on retourne, ou on va enfin à son humanité, et on rejoint le groupe, et on reste pas coincé dans l'étiquette en question. Parce que cette étiquette-là, aujourd'hui, si toi, en direct, là, aujourd'hui, ou à titre privé, tu détruisais mon étiquette, a priori, j'en ai plus besoin. Ouais, Je sais que ça a été ouais, mais moi, important à un moment donné, Hmm. et que donc, du coup, j'aime bien apporter cette troisième étape en disant, bah, ça y est, on peut, maintenant que le collectif a fait un pas vers nous, d'une certaine façon, puisqu'il a prévu une case qui nous correspond à nous qui pensions ne pas en avoir, un sorte de truc comme ça, et bien maintenant c'est possible pour nous de faire un pas vers l'ensemble et de plus avoir besoin de cette étiquette-là pour exister d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire? Après, parfois, les étiquettes sont très bien. Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, et ce qui n'était pas du tout connu quand j'ai fait ma thèse, on est en genre presque 15 ans maintenant, j'étais en 2007. C'est des personnes qui souffrent de la prise de parole en public, etc. Et souvent, leur famille leur disait, en fait, tu es juste timide, genre, fais un effort, etc., etc. Et quand on leur disait, non, c'est un truc qui existe, qui s'appelle une phobie sociale, une anxiété sociale, c'était un soulagement énorme. Donc, tout dépend du récit, on va faire cette notion de récit qu'il y a autour de, et comment on apporte
cette étiquette. Quelqu'un qui est en errance Ouais. médicale et qu'on lui dit on sait comment ça s'appelle et ça a un nom, versus quelqu'un qui peut être en errance, on lui dit on sait que c'est quoi et ça a un nom, et qu'est-ce qu'on dit après ça? Et du coup, qu'est-ce que ça signifie par rapport aux relations aux autres, etc., etc. Donc c'est juste qu'il faut les manier avec précaution. Ouais, bien sûr. Bah, c'est intéressant aussi ce côté-là, le sujet de cette thèse-là. Alors j'imagine justement comme c'est une thèse, c'est pas résumable en quelques mots, mais je me dis que il y a, dans une partie des gens qui nous écoutent, sans doute des gens qui sont concernés par, alors non pas à proprement parler l'étiquette phobie sociale, Non, mais mais l'anxiété une sociale, difficulté. bah, c'est un continuum, hein. Tout est un continuum. Je peux être pas du tout anxieux Ouais, social, un peu, beaucoup, etc. Et effectivement, à un moment, ça peut exactement. basculer dans ce qu'on appelle la pathologie. Mais oui, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et c'était un des trucs qu'on faisait pendant ma thèse, c'est qu'on a remarqué que c'était quelque chose qui est beaucoup plus prévalent que ce qu'on croyait. Et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet sur lequel tu continues de travailler? Et dans le sens où je me dis, ce serait peut-être intéressant d'y revenir, post-confinement au pluriel? Alors, j'ai Je sais publié pas pas. mal d'articles de recherche sur le sujet, mais là, non, ça fait presque une dizaine d'années que j'ai pas publié sur le sujet, mais je continue à travailler d'un point de vue thérapeutique, parce que c'est quand même Ouais, une de mes spécialités, en fait, ok. le traitement de l'anxiété sociale. J'avais prévu de te poser une question là-dessus, qui arrivait plus tard, mais vu qu'on l'aborde maintenant, simplement te dire, bah, j'avais cette envie que tu nous en parles justement de ce que ça revêt pour toi, de ce que tu as découvert, des choses qui sont peu connues, qui sont méconnues et qui sont peut-être simples à Alors moi, vulgariser. c'était l'évitement du Pour... regard. En gros, j'ai montré que quand on a une anxiété sociale, on regarde pas les visages des autres de la même manière et qu'on attribue au regard des autres un jugement négatif. En gros, dans notre cognition Ouais, sociale, on a trois ordres de pensée. On a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre, qu'est-ce que je pense de moi? Mes pensées du second ordre, qu'est-ce que je pense des autres? Et mes pensées du troisième ordre, qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Et dans l'anxiété sociale, ces pensées du troisième ordre me font penser que je pense que les autres pensent que je suis nul, qu'on m'aime pas, que je suis négatif, jugé négativement, et j'ai montré que le regard, comment on me regarde, parce que j'ai jamais accès à ce que tu te dis. Si je suis anxieux social, je me dis que comment tu me regardes, tu es en train de te dire que tu aurais pas dû m'inviter, et je vais peut-être avoir mon cœur qui s'accélère, etc., etc. Et du coup, j'ai travaillé sur l'évitement oculaire dans la phobie sociale, et qu'est-ce que ça fait au niveau de la cognition, de ce biais cognitif, parce que c'est comme ça que je suis rentré un peu dans les biais cognitifs. Dans ce ok. cas-là, c'est des biais d'interprétation, de projection. On va attribuer, on va stabiliser l'ambiguïté du regard de quelqu'un sur un registre de on me juge négativement. Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, fait partie de plusieurs étiquettes aussi, qui inclut ça? Je pense à l'autisme, là, notamment. Alors dans l'autisme, il y a une modulation du regard, mais c'est pas du tout, et de la manière dont on regarde les visages, mais c'est pas du tout la même chose que dans l'anxiété sociale. D'accord, très bien. Mais il y a une Je composante vais... oculaire dans l'autisme, absolument. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vois que, tu vois, je suis aux portes de quelque chose qui pourrait être passionnant, mais il faudrait un entretien entier pour te cuisiner là-dessus. Par contre, si tu veux une anecdote, les humains font partie des rares animaux qui peuvent se regarder les yeux dans les yeux. Genre, tu vas jamais trouver, par exemple, deux chiens qui se regardent les yeux dans les yeux. Un va Ah ouais? automatiquement dévier son regard. Un chien et un chat peuvent se regarder les yeux dans les yeux, mais deux chiens peuvent pas, deux chats peuvent pas, deux oiseaux peuvent pas. Très peu d'animaux peuvent avoir un contact oculaire direct. Bah, les oiseaux, en plus, c'est compliqué au niveau de là où leurs yeux sont situés. En tout cas, les mammifères, il y a très très peu de mammifères qui peuvent le faire. Ok. Deux éléphants, deux Ah ouais, girafes, en général. étonnant. Ouais. Ah ouais, ok, intéressant. Je vais revenir aux trois étapes que j'ai citées en début d'interview, parce que Ouais. c'est sur ça que bah, j'appuie mes rencontres avec les gens. Dans ces trois grosses tranches dont je vais te rappeler un peu les principes, simplement, bah, la première étape, c'est celle où on se sent pas appartenir au collectif, on se demande ce qu'on fout dans ce corps, en gros. La deuxième, c'est quand une étiquette vient nous expliquer ce décalage de façon rationnelle et pas toujours scientifique. Et la troisième, c'est celle où on peut aller enfin vers l'humanité pour tenter de se dire bon bah ça y est, je suis un humain, c'est bon, je peux me frotter aux autres et être un autre pour eux de façon constructive et plus détendue. Est-ce qu'il y aurait dans chacune de ces étapes pour toi des biais cognitifs qui seraient exacerbés en fait par ces étapes-là? Donc quand on se sent extraterrestre dans la vie, est-ce qu'il y a des biais cognitifs qui s'allument plus fort selon toi? Il y a des biais cognitifs tout le temps. Donc, dans ce que tu me dis, comme ça, intuitivement, et c'est basé sur rien du tout, puisque justement, c'est un modèle que Ouais, tu as construit, donc je pense pas qu'il y a des recherches dessus. Mais le risque, c'est des biais de sélection et de confirmation. C'est-à-dire, tu vas te souvenir de quand tu es en décalage par rapport aux autres, et tu vas oublier quand tu es exactement pile comme tous les autres humains.
Et donc, tu vas renforcer cette hypothèse, tu vas avoir un raisonnement motivé, tu vas réfléchir plutôt comme un avocat que comme un détective pour renforcer que oui, justement, moi, je suis un extraterrestre et les autres font du gros n'importe quoi, alors que tu vas pas remarquer que tu descends des escaliers comme tout le monde, que tu manges comme tout le monde, que tu dors comme tout le monde, que tu fais pipi comme tout le monde, que tu t'habilles comme tout le monde, que tu parles comme tout le monde, que tu traces comme tout le monde, que et du coup, tu vas juste omettre toutes les choses qui sont le tronc commun énorme et tu vas mettre une sorte de loupe sur les différences. C'est très très facile de trouver des différences et de se dire je suis spécial, quoi. C'est peut-être une des choses les plus faciles, une des citations que j'aime le plus. C'est une des idées les plus dangereuses qu'on pourrait avoir, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde serait meilleur. En gros, genre. Et c'est très facile, et c'est très séduisant comme idée, de penser qu'on a la solution à tout. Et la corollaire de cette idée, c'est de se dire que moi je suis différent des autres, et les autres, c'est eux la source des malheurs du monde. Et que si tout le monde voyait les choses comme moi je les voyais, et si j'étais moins extraterrestre, ou si les autres étaient plus extraterrestres comme moi, euh, ça irait mieux. Mais je pense que oui, c'est assez facile, en tout cas d'un point de vue de cherry picking, euh, de mettre Bah, le, de mettre le projecteur, notre attention est comme une sorte de projecteur, sur où est-ce qu'on le met, c'est ce qu'on voit, de mettre le projecteur sur toutes les différences qui vont venir renforcer ce sentiment d'aliénation, et de mettre ouais. de côté toutes les choses qui, au contraire, je suis pile comme tout le monde. Ouais, ouais, bah du coup on avait déjà évoqué ça un petit peu. C'est vrai que quand on pousse juste en expérience de pensée le fait que tout le monde devrait être comme nous, bon ben si tout le monde a la même gueule et les mêmes réflexes et tout ça, on va pas aller bien loin non plus. Ça ressemble à une dictature où tout le monde s'habille pareil, tout le monde pense pareil et bon, on arrive assez vite dans une dystopie finalement. Euh, Ouais. Après, je pense que c'est très difficile de penser pareil de toute façon. Bien sûr, Donc c'est mais compliqué. c'est plutôt une chance que ce soit Oui, pas oui, le c'est cas clairement. d'ailleurs. Non, non, je pense que au contraire, c'est une super chance. Après, encore une fois, c'est un point de bascule. Si on pense trop de manière, chacun pense de manière trop différente et on veut pas se conformer un peu les uns avec les autres, c'est très difficile de collaborer. Et si on se confirme tous tout le temps de la même manière, bah, on perd la richesse de la diversité d'approche. Ouais. Ça, c'est très juste. Et bah justement, c'est une question que je pose aussi régulièrement. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi pour toi l'altérité? En tout cas, les autres sont une sorte d'extension de nous et on se construit de manière comparative. Genre, si on revient à cette notion de catégorisation, souvent on crée des catégories, on s'identifie à une catégorie et puis on compare. Et c'est ces jeux, encore il y aura beaucoup de rétro-contrôle qui vont faire le truc. Mais c'est compliqué. C'est pas de réponse Euh, satisfaisante qui me vient en tête, quoi. non, mais y a pas de souci, hein. Moi, je pose des questions et puis voilà, après, je propose, tu disposes. Est-ce que le sentiment de solitude qu'on peut nourrir, enfin, qui peut tourner à l'intérieur de nous, Hmm. l'isolement social pousse les certitudes intérieures à se multiplier et à se densifier et à se justifier les unes les autres beaucoup plus que si on est en contact? Alors, oui, quand on est seul, on est moins exposé à de la diversification, et du coup, on a plus tendance à se dire qu'on a raison. Et j'aime bien dire que les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont souvent très confiance en l'opinion qu'elles n'ont pas confiance en elles. Du coup, c'est la seule idée. Il y a de tout sauf de cette idée que je suis pas bon. Et c'est assez ironique, je trouve. Ouais, je On suis bien devrait d'accord. plutôt douter de cette idée-là plutôt que de douter de toutes les autres idées autour. Dans cette étape 2, celle de l'étiquetage, Mhm. quand on se sent extraterrestre et compris dans son côté extraterrestre, bah justement, il y a la tentation de l'entre-soi Ouais. et de la stratégie unique pour se comprendre soi et comprendre les autres. On n'a plus qu'une grille de lecture et on fait passer tout à travers cette grille de lecture-là. Est-ce que ça porte un nom, ça? Le fait d'utiliser une seule grille de lecture pour expliquer son rapport au monde et aux autres? On retrouve ça souvent dans certains courants d'activisme. On appelle ça la pureté intellectuelle de l'activiste. Quand tout passe par la même grille de lecture, et on appelle ça les billets d'endogroupes. On va créer un groupe social, on va se renforcer les uns les autres. On va considérer que si quelqu'un dans notre groupe social s'écarte un peu de notre norme, on va le critiquer très fort pour l'exclure, et que toutes les personnes qui sont extérieures à notre groupe, de toute façon, sont cons et ne comprennent rien. Et du coup, oui, effectivement, ça fait partie de ces biais d'endogroupe et d'exogroupe. Ok, ouais, c'est ce Tout qui se ça, passe c'est de dans la les partis cognition sociale. politiques des fois ou dans les mouvements, ouais, les mouvements politiques ou les mouvements. Bien sûr. Bah, on va essentialiser les gens sur une opinion et penser que cette opinion, c'est l'identité de la personne. Alors que c'est pas le Ouais. cas. C'est quoi la question? Est-ce qu'il t'arrive régulièrement de croiser des gens qui n'ont pas du tout ta vision du monde et qui vont t'expliquer en quoi leur vision, par exemple, je sais pas moi, du nationalisme, par exemple, est la plus
valable Oui, bien dans sûr, notre période. bien sûr. Ça veut pas dire que je suis convaincu, mais bien sûr, il y a plein de gens qui peuvent. En fait, à Kiasma, on travaille sur, on organise des débats, et le but des débats n'est pas d'avoir raison, mais d'expliciter pourquoi on a une certaine opinion. Et plein de fois, pour une opinion, on peut avoir des arguments valables. Parce que c'est, encore une fois, on revient à cette notion de vérité. Est-ce qu'il y a une vérité sur tous les sujets? Non, il y a des sujets qui sont coloriés par mon éthique, par mes valeurs personnelles, etc. Il n'y a pas une méthode scientifique ou un raisonnement critique pour savoir quel est le meilleur âge de vote ou si on est pour ou contre la peine de mort. Il y a des arguments de peine de mort ou contre la peine de mort qui dépendent de la moralité du groupe social qui est en train de défendre le point de vue. Et du coup, si moi je pense que tuer quelqu'un qui a tué, c'est pas très grave, bah, j'ai plein d'arguments pour la peine de mort. Et si moi je considère que si je tue quelqu'un qui a tué, bah, je deviens un tueur, je vais avoir plein d'arguments contre la peine de mort. Et donc, ça Ouais. dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que je suis utilitariste? Est-ce que j'essaie de créer de la société la plus utile? Est-ce que je suis pour l'égalité sociale? Est-ce que je suis pour la maximisation des richesses, etc. Et tout ça, c'est une sorte en filigrane, va orienter ma vision du monde. Et bien sûr, quand je fais des confs, parfois je suis exposé à des personnes qui vont m'expliquer que le nationalisme, c'est quelque chose de très important parce que pour eux, par exemple, défendre une sorte d'identité fantasmée dans leur tête, unique et monolithique un peu, c'est quelque chose de très important. Et si je me mets à leur place, ils ont ce qu'on appelle une cohérence interne. Ils sont cohérents avec leurs valeurs. C'est juste que moi, je considère que c'est pas une société dans laquelle j'aimerais tendre. Et du coup, moi, je suis quasiment antinationaliste, on va dire. En discutant un peu de vocabulaire, est-ce que la notion d'intérêt général, tu l'éclaires d'une façon particulière? Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben, tout dépend. C'est quoi l'intérêt général? Est-ce que l'intérêt général, c'est, par exemple, je sais pas, si je suis libéral, pour faire un peu, on va faire des catégories très crues, on va pas rentrer dans les technicalités, donc personne ne vient de me dire, ouais, mais c'était pas ça, c'est pas ça. Je fais un peu dans la caricature, mais si je suis, je sais pas, libéral, l'intérêt général, c'est de permettre à chacun d'avoir le maximum de chances de pouvoir exprimer ses désirs. Mais l'intérêt général pourrait être, non, de mettre des limites pour qu'il y ait le maximum de gens qui vivent une vie décente. Du coup, si quelqu'un a travaillé et peut gagner 1 milliard d'euros par mois, l'intérêt général serait de le limiter. Et donc, on revient à cette notion de l'intérêt général. Pour qui? Pourquoi? Selon quels critères? Est-ce que l'intérêt général, c'est de maximiser combien une personne peut gagner d'argent? Est-ce que l'intérêt général, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde se soigne, que tout le monde s'éduque, qu'on puisse marcher, que les femmes puissent marcher la nuit sans se faire harceler, que les personnes des minorités de genre ou raciales ou religieuses puissent euh, exprimer leur identité sans qu'on les stigmatise, etc. Et on revient à cette notion de valeur, d'éthique, de morale, qui devient... Et c'est une des raisons de pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup d'objectivité, parce que tout est colorié par cette moralité et cette éthique Ouais. et ces valeurs qui, eux, sont pas objectifs. Genre, il y a des personnes qui pensent que la priorité est aux Français, par exemple, et d'autres qui disent non, pourquoi? Genre, on est tous humains. Et donc, et on n'a aucun mérite d'être français. C'est pas un hasard que tu es né sur ce bout de terre et pas un autre bout de terre. Et évidemment qu'ils vont avoir beaucoup de mal à débattre parce qu'ils sont pas en train de débattre de faits communs, ils sont en train de débattre de valeurs. Et il y a des gens qui veulent pas changer leurs valeurs parce qu'ils trouvent que leurs valeurs sont bonnes. Je pense que c'est important de temps en temps de remettre ça un peu dans les discussions, parce que cette notion d'intérêt général, elle est quand même brandie comme si on n'avait qu'un seul. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit crochet Il y par a rapport. un seul, mais il dépend de l'angle d'attaque de la personne. Du coup, il est un Il y seul et a un moi, seul par personne, donc il y en a il y plusieurs. a un seul oui, voilà, il y a plusieurs et un seul en même temps. C'est Hmm. compliqué. Et après, tout le but. En fait, le cadre qu'on appelle le cadre démocratique, dont on parle souvent, c'est aussi le but, c'est pas de créer des consensus, mais c'est d'organiser le dissensus sans qu'on se tape dessus. Les gens qui Ouais. perdent ne se disent pas je me tire. Ils disent ok, j'ai perdu, j'essaierai de mieux persuader la prochaine fois. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du locus de contrôle interne et du locus de contrôle externe? Et est-ce que d'après toi, il y a une prégnance de l'un sur l'autre culturellement, sociologiquement, aujourd'hui? Ça dépend des sujets, parce que c'est contextuel. Du coup, le locus de contrôle interne, c'est les choses que je considère sur lesquelles je peux agir, et le locus de contrôle externe, c'est les choses qui m'échappent quelque part, sur lesquelles je peux pas agir. Et ça dépend des choses. Par exemple, le réchauffement climatique, aujourd'hui, a un locus de contrôle assez externalisé. C'est pour ça qu'on fait pas grand chose. On sent qu'on peut pas agir dessus, alors que parfois, c'est pas vrai. On peut pas agir dessus plus que ce qu'on croit. Alors que, je sais pas, l'achat de ma voiture est un locus de contrôle interne, conditionné par mon budget, parce que c'est un continuum. Là aussi, c'est pas interne ou externe. Donc, si j'ai un compte en banque infini, ben, mon locus de contrôle interne, c'est quelle voiture j'achète. Alors que si je suis au SMIC, mon locus de contrôle, je peux choisir quelle voiture j'achète, mais dans un set restreint
de choix de voiture. Je peux pas aller acheter une Lamborghini. Et du coup, il y a un facteur culturel dans tout, mais aussi c'est très conditionné par le sujet auquel je pense. Et après, il y a des choses qui sont associées d'un point de vue clinique. Quand on a, je sais pas, quand on est déprimé, on a plutôt un locus de contrôle qui est externalisé. On sent qu'on ne peut rien contrôler, qu'on subit en permanence. Alors que si je suis, je sais pas, mégalomane, je pense que je contrôle tout. Et donc j'ai un locus plutôt internalisé. Il n'y a pas un truc genre comme ça général. C'est plutôt par sujet. Ouais. Ouais, dans les prises de parole que je t'ai entendu faire, il y avait l'inversion en fait de prôner la confiance en l'autre et la méfiance vis-à-vis de soi-même. Mais j'imaginais justement qu'il s'agissait d'un élan qui visait à rééquilibrer une sorte de tendance actuelle qui était inverse pour toi, dans ton ressenti. Ouais, il y a tout un courant qu'on appelle le développement personnel qui dit fais confiance à ton intuition, fais confiance à tes émotions, tu sais ce qui est bon pour toi, etc. Alors que je pense qu'on n'est pas apparié cognitivement pour avoir des opinions éclairées sur tout. Et donc, c'est important aussi parfois d'être un mouton, mais il y a une manière de se conformer. Il y a ce qu'on appelle la conformité normative. C'est quand on se conforme pour plaire, et ça, c'est pas tout le temps top. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la conformité informationnelle. C'est quand je peux reconnaître que l'autre a des informations de meilleure qualité que la mienne, et du coup, je devrais leur faire confiance plutôt que me faire confiance à moi-même. Du coup, me délaisser pour me conformer à l'autre, parce que, et on le fait tous les jours avec plein de choses. Là, on est en train de se conformer aussi bien moi que toi sur les ingénieurs qui ont permis de construire nos ordinateurs et nos webcams. On s'est pas dit, on va pas être des moutons et on va chacun bricoler sa webcam chez soi, parce que là, on n'aurait pas les connaissances nécessaires pour faire ça. Et on le fait quand on prend le train ou qu'on met notre vie en péril sur la conformité informationnelle aux ingénieurs de la SNCF et aux conducteurs du train, parce que ça va à 300 km/h, etc. Mais bizarrement, quand on passe au monde des opinions, là on veut plus se conformer, on veut faire nos propres recherches et s'informer seul. Alors que c'est pas tout le temps top de faire ça. Il y a un truc aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est en fait l'équilibre entre penser, douter et agir. Et douter, c'est aussi quelque part retarder le moment de passer à l'action. C'est quand j'ai le loisir de retarder l'action. Parfois j'ai pas le choix. Oui, bien sûr, évidemment. Mm. Euh, mais justement, je pense que pour la plupart d'entre nous, dans cette partie-là du globe, on a cette possibilité de réfléchir longtemps avant d'agir, et ça peut devenir une sorte de façon d'avoir de plus en plus de mal aussi à passer à l'action et à poser, parce qu'on peut peser le pour et le contre, on a envie de poser l'action parfaite. Alors là, je parle évidemment aussi sur ce que je connais personnellement, tu t'en doutes, mais c'est comment gérer l'équilibre complexe entre réfléchir, remettre en question, douter et la nécessité d'agir, de prendre des décisions, de faire dans des situations qui sont pas urgentes en fait. Bah, ça revient aux enjeux, par exemple. Est-ce que si je prends une mauvaise décision, c'est quoi l'enjeu? Genre, pas toutes les décisions, genre, je veux aller manger, je vais pas passer des heures à douter de est-ce que je vais manger pizza ou asiatique, quoi. À un moment, je dois trancher, et si je fais le mauvais choix, c'est pas très très grave. Par contre, il y a des choses qui ont un enjeu plus important. Et surtout, est-ce que j'ai besoin de trancher? Si c'est des questions socio-scientifiques sur, je sais pas, le nucléaire, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que j'ai besoin de trancher alors que je suis pas du tout dans ce domaine-là? Et donc, il y a plein de délibérations pour trouver cet équilibre. Combien de temps est-ce que j'ai passé à réfléchir? Est-ce que je suis tombé dans ce qu'on appelle des raisonnements circulaires? Je suis en train de tourner en rond, où les conclusions sont en train de prouver le début, ou quand je suis en train de faire du surplace. Donc, j'ai vraiment tout fait et je suis maintenant dans une fuite en avant pour ne pas agir. Et donc, il y a ces différents facteurs qui viennent moduler quel est l'impact de me tromper, combien de temps, est-ce que je suis en train de encore faire émerger de nouveaux arguments, est-ce que j'ai vraiment besoin de trancher ou de réfléchir à ce sujet, etc. Et tout ça va venir colorier et informer si je devrais le faire ou pas. Du coup, j'en reviens aux étiquettes que j'ai déjà citées. Et Ouais. je voudrais savoir ton regard sur ces étiquettes-là, l'autisme, la douance et l'hyperactivité, l'hypersensibilité, principalement. Est-ce que pour toi, certaines de ces étiquettes sont plus solides que d'autres? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont surdouées, ça a une définition, c'est à peu près, je pense, 0,7% de la population, un truc comme ça, et encore une fois, c'est un avantage, mais je pense qu'on utilise ce mot très facilement, et du coup, la manière dont on l'utilise n'est pas hyper solide scientifiquement. L'hypersensibilité, je pense que ça, c'est le moins solide scientifiquement, je vois pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Genre, si je demande à 10 personnes de définir l'hypersensibilité, chaque personne va me dire quelque chose. Ça semble avoir une composante émotionnelle, ça semble avoir une composante parfois d'empathie, parfois de machin, mais
je vois pas trop. Est-ce que c'est une hypersensibilité quoi à l'épiderme, émotionnelle, machin? Je pense que ça c'est la moins solide. Et l'autisme c'est une maladie définie, caractérisée. Après, encore une fois, il y a une différence énorme de quand je parle de l'autisme, mes potes chercheurs qui travaillent à l'Institut Pasteur au Canada sur l'autisme, et quelqu'un qui me dit oui, je suis sur le spectre parce que j'ai du mal à comprendre les émotions des gens, et qui s'est auto-diagnostiqué parce qu'il a vu une vidéo sur Internet et se dit que c'est moi. Mais clairement, c'est un champ d'études hyper solide selon ce qu'on met derrière sur l'étiquette. Du coup, je dirais l'autisme, c'est peut-être le plus solide. Si on parle d'un point de vue formel pour des chercheurs qui bossent dessus, puis on passe à la surdouance. Mais encore une fois, la majorité des recherches sur la surdouance, c'est plutôt pour soit comprendre le pourquoi du comment, soit genre montrer que c'est quelque chose qui est relativement bon à avoir, mais que c'est une distribution normale et du coup ça touche vraiment genre une minorité, et donc limite c'est pas tellement important pour la population générale. Je sais pas pourquoi tout le monde parle de surdouance alors que c'est vraiment une partie infinitésimale de la société qui pourrait potentiellement être concernée par le truc. Donc c'est scientifiquement solide, mais c'est complètement marginal et anecdotique pour la vie quotidienne. Pour probablement toutes les personnes qui vont nous regarder, il n'y a aucun qui a une des qui est surdoué dans le sens que moi j'utilise, ou peut-être Ok. 0,7% des gens qui nous regardent. Alors, je sais plus si c'était 0,7, je vais m'assurer de la distribution normale. Donc je sais pas si vous voyez ce qu'est une distribution normale, c'est une sorte de Gauss, machin, et Ouais. le delta, le dernier delta, oui, à 0,1 même, ou 0,025, ou ça dépend des figures, 2,37, ça dépend de ce qu'on utilise, mais en tout cas moins que 5%, moins que 3%, donc Ouais. il y a très peu de gens, on va dire ça. En général, la majorité, c'est souvent des parents qui me disent ouais, mon fils, ma fille sont surdoués, et souvent je dois faire le travail très difficile de leur expliquer qu'il y a très peu de chances que ce soit le cas, et que c'est une bonne chose, potentiellement. L'hypersensibilité, je dirais que c'est le truc le moins solide d'un point de vue de recherche, puisque hypersensible à quoi, dans quel contexte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est genre l'inverse d'une anédonie où on n'a pas beaucoup d'émotions? Est-ce que c'est un trop d'émotions? Est-ce que c'est un truc qui est lié à la régulation émotionnelle, à l'empathie, à la contagion émotionnelle, etc. Et donc voilà, je dirais ça comme ça. Mais ce qui m'intéresse par contre énormément, beaucoup plus que ces trois mots, c'est le sens qu'on leur donne. Par exemple, c'est vrai que je pense que la surdouance est pas autant présente que ce qu'on le croit, mais je suis très intéressé par le courant de coller cette étiquette à tout le monde et n'importe quoi, parce que je pense que ça révèle beaucoup de choses sur l'idéologie politique, sur les valeurs d'une société, etc. Je ne fais pas de la recherche sur l'autisme, c'est un sujet très très pointu que je maîtrise pas très très bien, mais je m'intéresse beaucoup à ce surdiagnostic ou cet autodiagnostic de plein de gens qui se disent je suis, je sais pas comment ils disent, neuroatypique. Donc, tu vois, il y a même des mots qu'on va utiliser parfois pour changer ce qu'on dit, pour ne pas faire dans ces étiquettes. Et je suis très intéressé par ces mouvements de société plutôt que par aller vraiment étudier ce qu'on appelle les génies. Je suis intéressé par tout ce mouvement quasi sociétal autour du développement personnel, autour de ce business, de bouquins, d'ateliers, de zèbres, de machins, qui se greffent sur cette notion de, en fait, t'es un génie et c'est pour ça que ça le fait pas. Il y a des personnes que je suis sur Facebook, je sais même pas s'ils savent que je suis dans leur contact, qui sont vraiment, qui mettent des posts sur, ah bah voilà, lui c'est un zèbre, c'est pour ça qu'il pense comme ça, ah, les neuroatypiques ne pourraient jamais être en couple avec une personne qui ne l'est pas, machin, machin. Et ça me fascine pas mal. Beaucoup plus que la recherche formelle sur quelqu'un qui a un QI au-dessus de, je sais plus c'est quoi, 135 ou 140, je sais plus c'était quoi. Ouais, dans ce que tu viens de me dire là, en fait, moi, je me pose cette question-là parce que je vois que justement les étiquettes fleurissent en ce moment. C'est un truc Ouais. qui est relativement... mais aussi les étiquettes qui ont attrait à la sexualité, aussi les étiquettes qui ont attrait... En fait, les minorités se revendiquent dans leurs différences et ont envie d'être intégrées au sein de l'ensemble, tout en revendiquant ces différences-là. Donc il y a quelque chose aussi qui dépasse le phénomène cognitif, Je qui, à pense que mon c'est sens, est... différent quand même. Je pense que c'est différent. Parce que par exemple, un enfant qui aujourd'hui va avoir une étiquette surdoué, il y a de très très fortes chances qu'il y a une dizaine d'années, on lui aurait dit qu'il a un TADA, un trouble d'hyperactivité, de déficit de l'attention. Et ça, c'est très différent parce que ce sont des étiquettes qui sont supposées informer des compétences.
genre que tu as un manque d'attention ou que tu as trop d'intelligence. Alors que les étiquettes, par exemple, sur l'orientation sexuelle, c'est pas des compétences, c'est un truc descriptif. Genre, je suis attiré, je me sens, j'ai une dysphorie. Je sens que je suis pas à l'aise dans le genre auquel qu'on m'a assigné à l'enfance. C'est un peu comme si tu me dis, en fait, j'ai les yeux bleus. C'est descriptif. C'est pas Oui, une compétence. Et du coup, dans l'identité de genre, plein de fois, c'est des personnes qui sont en train de s'auto-revendiquer descriptivement, qui sont en train de dire à la société, en fait, moi, je suis attiré par les personnes du même sexe que moi. C'est pas une compétence. Alors que dans le truc de la surdouance, ce qu'on appelle la surdouance, ou l'hyperactivité, ou l'hypersensibilité, etc., c'est à trait à des compétences. Genre, j'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir supporter ce truc émotionnel parce que je suis hypersensible. J'ai pas les compétences nécessaires de pouvoir comprendre les autres parce que je suis sur le spectre autistique. Et du coup, c'est pas vraiment la même chose. Après, est-ce que il y a une revendication des minorités? Oui, et je pense que c'est une bonne chose, parce que pendant longtemps, on n'a rien à foutre des minorités. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je ne dirais pas que c'est la même chose, une minorité comme genre les personnes, je sais pas, les Noirs ou les musulmans ou les Arabes, dont je fais partie, qui disent, écoutez, on n'a plus envie d'être marginalisés, et c'est descriptif, versus les trucs de je m'autodiagnostique, des trucs qui vont pas, quelque part, ou qui vont trop bien, et qui a trait avec des compétences. Et du coup, il y a derrière quand même une notion de presque médicale. Des gens qui vont aller faire des tests pour évaluer leur intelligence, pour montrer qu'ils sont surdoués, etc. Alors que personne ne fait un test pour savoir si je suis homo. C'est normal que quelqu'un s'autoproclame, genre je peux dire je suis homo, ou je suis hétéro, ou je suis trans, je suis dysphorique, etc. C'est descriptif, je suis en train de dire mon expérience subjective phénoménologique de vie, et il y a des personnes qui vont dire non, tu l'es pas, et ça c'est complètement absurde, je suis juste en train de dire ce que je sens, et personne n'a accès à ma subjectivité, à mes phénoménologies, et des personnes qui vont aller payer de l'argent, voir des gens qui vont en profiter, publier des livres. Encore une fois, je pense qu'on peut très rarement occulter le côté économique et pécunier de ces sujets autour d'un manque de compétences qui peuvent expliquer une souffrance et des gens qui prétendent que et je vais t'expliquer pourquoi et t'aider, etc., etc., à partir d'un truc qui n'est pas aussi solide que ce qu'on croit, on va dire. est-ce que justement à titre personnel, tu reçois des gens qui ont ces étiquettes-là et est-ce que ça influe ton accompagnement? Comment tu gères une personne qui vient et qui te dit j'ai cette étiquette-là Moi, je et vais en je viens te discuter avec elle. consulter? Je vais en Ouais, discuter avec elle. Voir qu'est-ce qu'elle veut dire par cette étiquette, comment est-ce qu'elle l'a découverte, est-ce que c'est la structure, est-ce que ça fait longtemps, est-ce que c'est récent, est-ce qu'elle est perdue, etc. Ça dépend, il y a le groupe et puis il y a l'individu. Et moi, quand je suis avec un patient, c'est l'individu qui m'intéresse, pas ce qui se passe autour dans la société. Donc, c'est un peu au cas par cas, quoi. ok, j'entends. Quelle serait ta réaction à toi si on t'annonçait que bah voilà, t'étais quand même concerné par l'une des étiquettes citées précédemment? Laquelle? Bah, une de ces étiquettes, c'est-à-dire si Alors, ça se trouve donne-moi un t'es exemple. surdoué et tu le sais pas. Si ça se Bah, trouve t'es autiste et la tu le sais première. pas. La première chose que je vais demander, c'est comment est-ce que vous le savez? Genre, quelqu'un Ok. vient me dire, Albert, tu es surdoué, je vais te dire comment tu sais. Non, mais si on t'annonçait, bah voilà, est-ce que tu voudrais passer les tests, par exemple, si on te disait, bah, est-ce que tu veux bien passer, par exemple, les tests ou les rendez-vous avec un psychiatre qui vont déboucher sur oui ou non un diagnostic de TSA? Toi, ça t'intéresse pas, ça, à Non. titre personnel? Non, Ok, parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je vais aller passer des tests pour voir si je suis TSA? Je vais pas aller passer des tests pour voir si je suis anxieux ou schizophrène ou déprimé. C'est-à-dire, à un moment, on revient à cette notion de, il faut prendre des choix dans la vie sur comment tu dépenses ton temps. C'est malheureusement un jeu à somme nulle. Et pourquoi est-ce que je vais choisir de faire ça et pas un autre test? Genre, comment est-ce que je vais décider? Quelqu'un vient me dire, Albert, je pense que tu es surdoué, tu veux bien passer un test de QI. Je vais lui dire, bah, pourquoi est-ce que je vais pas passer un test pour voir si je ne suis pas, genre, un hyper bon joueur de tennis et je le sais pas parce que j'ai jamais joué au tennis. Comment je mhm, décide quel test je vais passer, quoi? Vu que, genre, voilà. Donc, c'est pas, je dis non parce que je veux pas savoir. C'est juste que, où est-ce que je mets la limite? Parce qu'il y a une infinité de tests qui existent. Pourquoi ce test et pas cet autre test? Pourquoi est-ce que je veux pas savoir? Peut-être que si ça se trouve, je suis champion olympique de bowling non révélé encore. Du coup, je passerai ma journée à aller essayer tout et n'importe quoi. Peut-être que je peux coudre et devenir une star de la mode.
si je passe des tests d'appareillage de couleurs, par exemple. Mais à un moment, je sais pas si tu vois le problème, quoi, quand je commence à Bah, m'amuser je à vois le faire des tests sur problème, couleurs. et je vois le problème, et je vois que tu t'en amuses. Je me dis simplement le fait que, bah, dans ce que je t'ai déjà entendu dire, il y avait une bonne partie de hasard qui t'avait Oui, guidé oui, oui, à ma vie faire est des guidée par du activités qui hasard, oui, étaient oui, les bien tiennes. sûr. Et donc c'est bien qu'à des moments, des suggestions ont Oui, porté oui, leurs bah, fruits. peut-être que je dirais oui, si je suis dans un état machin, mais c'est comme si quelqu'un me dit pourquoi tu veux pas aller faire des tests sanguins chaque semaine pour voir quelle vitamine te manque, quoi. Genre, peut-être que si je suis à une soirée et quelqu'un a un test et me dit genre ah je vais te faire passer un test pour voir comment fonctionne ton imagination, je vais peut-être dire ok, genre pourquoi pas. Après je pense pas que je vais attribuer à ce test, je tenais des cours de psychométrie donc je sais à peu près comment ça marche les tests. Je pense pas que je vais attribuer une importance hyper importante à ce test, genre quel est ton animal spirituel, genre si je suis à une soirée, why not, quoi. Mais aller prendre rendez-vous et bloquer une partie dans mon agenda pour aller voir quel est mon animal spirituel, je suis pas sûr que c'est ce qui me tente le plus, on va dire ça comme ça. Je Mais je comprends. suis pas, c'est pas Ok. genre une sorte de non, je veux pas savoir, oh mon Dieu, etc. Après, je pense que si j'étais autiste, ça se saurait, parce que souvent, c'est quand même une cause de souffrance. J'ai la chance d'aller relativement bien. Bah, je m'en réjouis. Après, il y a des personnes qui sont sur le spectre qui vivent probablement bien aussi. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est utile d'aller faire les tests? Non, ce sont souvent des gens qui justement vont pas forcément y aller. On Effectivement, décide il d'aller faut une faire un test. Genre là, difficulté, il moi, faut je dois faire ressentir. des tests sanguins parce que j'ai un reflux. Euh, si j'avais pas le reflux, j'irais pas faire des tests de reflux, quoi. Je comprends. Voilà. Mais généralement, je pense que c'est comme ça que ça arrive aussi dans la vie des gens, Ouais. c'est-à-dire que c'est suite à une souffrance et une incompréhension de la façon dont on vit les choses et euh, dont on Et les interprète et c'est la pour ça que je dis difficulté qu'il qu'on a à faut. rentrer dans le Ouais. jeu, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que quand on est en souffrance, c'est très facile d'adhérer à des récits, parce que on pense que ça va nous aider à réduire cette souffrance. Et le fameux abus de personnes en souffrance, ben, ça existe, et ça peut rapporter beaucoup d'argent. Ok, j'entends. Je reste quand même un peu là-dessus une seconde Ouais. pour te dire, à titre personnel, comme je te le disais tout à l'heure, cette étiquette-là, on pourrait me l'enlever aujourd'hui, ça serait pas grave pour moi. Et pourtant, ça a une vertu dans ma vie. Donc en fait, pour dire, même si ça se trouve, si on me disait qu'elle n'existait pas, Ouais. ce serait pas grave pour moi. Mais je pense aux gens à qui ça peut rendre service de croiser ces étiquettes-là aussi, en faisant cette chaîne. Ouais. Puisque justement ça a eu cet impact-là sur ma vie à moi, une sorte d'autorisation à rejoindre le groupe, une sorte d'autorisation à oser justement, ben, je sais pas, aller vers l'ouverture, dire ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça comme ça, j'ai envie de dire ça comme ça. Et en fait, ça a été un moment de bascule, d'autorisation, et peu importe en fait la véracité de l'étiquette en question a posteriori sur mon cas personnel, Ouais. évidemment. Je parle pas pour les autres là. Donc je me dis, il y a peut-être une vertu presque intrinsèque pour certaines personnes que ces étiquettes Bien sûr, soient, bien voilà, sûr, je dis pas non, bien sûr, mais il y a une différence énorme entre quand on pense à l'individu et quand on pense au groupe. Et du bien coup, sûr. moi, mon but en tant que professionnel de la santé mentale, c'est quand j'évalue quelque chose, pas seulement évaluer les personnes pour qui ça aide, mais évaluer aussi les personnes pour qui ça fait beaucoup de mal. Donc, du Ouais, coup, il faut tout le temps, genre, si demain je découvre un médicament qui aide 99% ou 95% des gens, mais en tue 5%, est-ce que je l'utilise ou pas? Et du coup, il faut tout le temps évaluer les gens que ça aide, oui, aussi les gens qui en profitent avec ces étiquettes. Mais si je ouais, rencontre quelqu'un qui me dit, moi, je suis un zèbre hypersensible sur le spectre autistique, et quand j'ai découvert ça, ça m'a sauvé la vie, je peux lui dire non, 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 non. Je vais lui dire, je suis content pour toi, quoi. Mais fais attention de ne pas aller dire à quelqu'un d'autre qui souffre que peut-être tu es un zèbre hypersensible sur le spectre autistique. ouais. C'est juste que, encore une fois, un individu, c'est complètement différent d'une recommandation, d'un diagnostic, d'un groupe, etc. C'est tout. Tout à fait. Est-ce que tu aurais justement une définition personnelle à nous donner de l'intelligence? Comment tu formules ça? Je dirais, c'est la capacité à acquérir et appliquer de la connaissance et des compétences, quoi. Genre, comment est-ce que je peux comprendre des connaissances et puis les appliquer? Produire de la connaissance, acquérir de la connaissance, puis en produire ou les appliquer. Est-ce que tu te considères toi comme multiple à l'intérieur de toi? Et si oui, comment composes-tu avec cette multiplicité dans ton Multiplicité rapport à toi d'identité? et ton rapport aux autres? Oui, la multiplicité des points de vue que tu peux Oui, bien sûr. explorer d'une certaine Bien sûr, manière, on a plein de à quelle self. époque de ta vie?
Pardon? On a plein, 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 plein de self, et Ouais. ça c'est étudié. Le moi qui te parle, je parle pas de la même manière avec toi qu'avec ma copine, ou avec mes parents, ou avec ma fille. Là, je sais que je vais être regardé, etc. Mais même avec toi, si on n'était pas, s'il n'y avait pas la caméra, peut-être qu'on parlerait différemment, hein. Et heureusement, on n'a pas à composer avec ça. On le fait de manière très, très naturelle. Genre là, quand on va raccrocher, je j'ai pas un bouton dans ma tête, j'appuie et je deviens un autre Albert. C'est des selfs, on appelle ça des social selves, des selfs sociaux, qui émergent selon le contexte, avec des normes sociales, avec des coutumes, avec des cultures, et qui conditionnent comment je fonctionne. Et je fais ça de manière très très automatique, et ça ne me coûte quasiment rien d'être plusieurs. Comme disait Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, et ça se passe très bien. Mais on est Ok. tous, hein, Oui, oui. j'ai même travaillé, genre j'ai lu pas mal de livres sur comment est-ce que notre cerveau nous cache ces trucs pour pas qu'on devienne ouf, quoi. À se dire, putain, mais je suis pas le même, etc. Machin. Les gens qui disent je suis la même personne avec tout le monde, je mets pas de masque, etc., se font des films. Ce serait complètement absurde. Ouais. Si je vais aller dire bonjour à ma collègue comme je dis bonjour à ma femme, ça peut être du harcèlement. C'est pas top. Oui, mais justement, moi je trouve ça intéressant aussi de venir sur cette multiplicité de temps en temps parce que on peut avoir tendance à vouloir considérer sa seule identité comme étant un roc, une espèce de monolithe comme ça. Et Il y a j'aime un bien la tempérament qui est souplesse. stabilisé. Genre, je suis Oui, quelqu'un, par exemple, de calme. Mais évidemment, je peux m'énerver. Si quelqu'un va me dire des trucs, je vais m'énerver. Mais en général, je suis quelqu'un qui a un tempérament relativement calme. Je suis quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, etc. Mais ça, c'est des tendances. Mais tout peut faire sortir d'une tendance. Mais je pense pas qu'il y a un truc en moi. Et sûrement que la personne que je suis aujourd'hui n'a peut-être rien à voir avec qui j'étais il y a 20 ans. Mais c'est un changement qui se fait de manière progressive, et on a un truc qui s'appelle la cécité au changement progressif. On ne réalise pas qu'on est en train de changer. Et parfois c'est une bonne chose, et parfois c'est un truc moins top. Ça dépend de comment je suis en train de changer. Par exemple, je vais petit à petit devenir un vieux con. C'est moins top que petit à petit devenir un vieux sage. ce qu'on croit savoir scientifiquement, c'est Hmm. simplement ce qui n'a pas été encore réfuté. Ouais. Donc en fait, on connaît le monde par la négative quelque part. On peut dire ça comme ça. Il y a des choses qu'on peut savoir par la positive, comme par exemple les observations, mais en général, une grande partie de la construction scientifique se fait par la négative. Mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. Parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller euh, réfuter la gravité que d'aller réfuter les deux systèmes de pensée de Kahneman, par exemple. Parce qu'il y a Ouais. l'accumulation de tentatives de réfutation qui ont échoué. Et parfois, des trucs deviennent très difficilement réfutables parce qu'on a essayé plein, 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 plein de manières. Et du coup, il faut Euh, pas je, tomber dans je- le relativisme. Ouais. Pour toi, c'est un écueil? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai complètement un autre sujet, mais je me demandais, parce que vraiment j'ai posé déjà cette question et ça disait rien à la personne de répondre à la question, donc je te la pose à toi, on sait jamais, peut-être que ça Vas-y, va plus t'inspirer. vas-y. Je trouve qu'il y a beaucoup de films en ce moment, de productions cinématographiques et de séries autour des super-héros. Donc l'univers du don, non seulement, bah, on en parlait juste avant, est stimulé pour les personnes lambda, pour les humains que nous sommes, et en même temps, il est stimulé aussi au niveau des productions. Harry Potter, Divergent, Misfits, Heroes, les Marvel, etc., etc. Qu'est-ce que le psychologue que tu es pense de cette recrudescence en fait des super-héros? C'est des époques. C'est des époques. Par exemple, il y a eu une période où c'était des époques les vampires. Il y a eu une période où la majorité des créations c'était des vampires. Puis on a eu une époque où c'était les zombies. Genre Shaun of the Dead, The Walking Dead, Night of the Living Dead, machin, plein de dead qui marchaient. Puis on a eu une période de super-héros dans les années 40-50, ça s'appelle les Golden Age of the Comics, sur des comics, genre c'est là où ça a été créé, Batman, Spider-Man, genre tous ces man machins ont été créés genre en une dizaine, vingtaine d'années de DC Comics et de Marvel Comics. Puis on a eu une période de paranormal, genre des fantômes partout, Ghostbusters, genre SOS fantôme, Scooby-Doo, machin, machin, fantôme, 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 paranormal, paranormal, paranormal. Puis on a eu notre période extraterrestre, Independence Day, Men in Black, machin, tout ça. Et là, on est de retour à la phase super-héros.
C'est des tendances, c'est des récits, c'est des archétypes. Je pense qu'il faut pas trop surinterpréter. Marvel se font des couilles en or avec ça, et du coup, ils vont pomper le filon jusqu'à ce qu'on rebascule soit dans les zombies, soit dans les vampires, soit dans les fantômes, soit dans les extraterrestres. Ok, Il y a aussi, là ok. aussi, il y a des articles dessus, hein. Ça te dirait pas autre chose à l'oreille? C'est juste une sorte de mode, surfer sur une espèce de vague, La mais ça ne dit rien narrativité. de nous. En Au fait, niveau collectif, on n'a pas un besoin de se voir là-dedans. Je sais pas, je pose cette je question, sais pas. j'ai... Je sais pas. Je serais prudent sur ces interprétations Ok. impératives, peut-être, mais j'ai aucune raison solide de le croire. Surtout que les super-héros souvent le deviennent. Genre le seul super-héros qui est un peu ordinaire, c'est Batman et il est multimillionnaire. Mais sinon, les autres super-héros, il faut soit une araignée radioactive, soit venir Ouais. de Krypton, soit genre être un dieu comme Thor, soit je sais pas quoi. Donc c'est quand même des super-héros qui sont le seul super-héros qui serait réaliste, c'est Kick-Ass et il se fait défoncer la gueule chaque 5 minutes dans le film. Donc c'est pas le truc qui fait rêver Ok. quoi. Je vais aller me faire défoncer la gueule chaque 5 minutes, c'est pas comme rêve. Du coup, toi qui t'intéresses beaucoup aussi au climat et aux changements qu'on pourrait effectuer qui iraient dans le sens d'une régulation collective, je me demande aussi quel regard tu portes sur les productions qui, cette fois-ci, traitent de la dystopie, parce qu'il y en a énormément aussi. Ça aussi c'est quelque chose qui est pas nouveau. Je peux lire The Giant Well de J.G. Ballard, par exemple, 1962, d'un monde qui s'effondre, genre, on connaît tous 1984, Animal Farm, machin, 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 donc c'est pas ça qui manque non plus, on a toujours eu des mondes d'utopie et des mondes de dystopie, mais c'est vrai que là, on est plus sur de la dystopie que sur de l'utopie, parce que aussi, c'est l'art, comme la science, c'est la fille de son époque, et on a très peu de raisons en ce moment d'être vraiment utopique, donc avec le réchauffement climatique, avec les inégalités sociales, avec la polarisation de la société, etc., il y a beaucoup plus de chances de produire Black Mirror que de produire White Mirror, quoi. Donc, c'est aussi une... Je pense que c'est ça plutôt qui informe ces productions que ces productions qui sont en train de plomber tout le monde. Genre, il y a Ouais, des puis il y vraies a aussi raisons d'être plombé dans le monde aujourd'hui. il y a aussi le nombre de productions qui a jamais été aussi important. J'imagine que ça fait partie de cette sensation que j'ai, moi, personnellement, d'en avoir de partout, en fait. De voir que j'ai l'impression qu'un film, s'il n'y a pas déjà une arme sur la jaquette, c'est pas un film. Et puis que si c'est pas soit une dystopie, soit des super-héros, bah c'est des drames, quoi. Et j'ai l'impression Non, il y a pas. non, Mais il voilà. y a du cinéma absurde, genre il y a Monsieur Oiseau, Ouais. genre je sais pas si tu connais, comment il s'appelle, Oui, oui, Quentin Dupieux, ouais. Quentin Dupieux qui fait des trucs absurdes. Dans la même veine, il y a Michel Gondry. Et puis il y a des trucs Oui. assez drôles et absurdes qui se font, genre tout ce qui est la comédie un peu à l'américaine, The Office, Parcs et Récréations. Et puis il y a des trucs vraiment sociaux, genre Friends, etc. Et il y a l'éléphant dans la chambre, je sais pas si ça se dit en français, la télé-réalité. Genre les Kardashians, les anges à Marseille, des anges je sais plus où, des gens je sais pas où. Et puis il y a aussi tout ce qui est les talk shows, les Touche pas à mon poste, les Hanouna et tout ça qui sont aussi hyper scénarisés, je pense. Donc ça dépend de ce qui nous intéresse. Et puis chaque segment de genre je pense pas que par exemple les trucs de super-héros ou même de dystopie sont ciblés pour des personnes qui ont la soixantaine. Genre, en tout cas, si tu vas au dernier Doctor Strange, je pense pas que tu vas trouver 50 personnes qui ont 70 ans, qui viennent voir Doctor Strange, quoi. Donc, eux, ils vont voir autre chose. C'est Et on est justement, dans un monde capitaliste, du coup, ouais, le capitalisme va produire quelque chose qui va plaire à chaque personne. oui. Et je me pose cette question, je me dis justement, là tu cites tout ce qui est télévisuel et non pas forcément les plateformes. Là, ce qui est disponible au niveau télévisuel, est-ce que toi tu le consommes? Est-ce que tu es consommateur de ça? Est-ce que tu te tiens informé là-dessus? Est-ce que c'est important Je pour me toi tiens de... informé, mais j'ai pas de télé, donc je consomme pas parce que j'ai pas de télé. Mais je me tiens informé et je consomme beaucoup d'internet. Ok. Ouais, j'ai une question qui a plus rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. Ouais, je sais qu'il n'y a pas vraiment de réponse définitive là-dessus, mais qu'est-ce que quelqu'un qui a l'éclairage qui est le tien pense de où est située la conscience? Est-ce qu'elle est située dans le cerveau pour toi? Est-ce que c'est une certitude? Est-ce que c'est simplement une interface, le cerveau? Comment tu éclaires ça?
Alors, c'est une question très très intéressante qui touche à la philo, à la neuroscience, etc. Et je suis en ce moment en train de lire probablement le livre le plus pointu sur la question qui s'appelle Being You, d'un auteur qui s'appelle Anil Seth, qui est chercheur sur la conscience, qui est en train de proposer un nouveau paradigme de la conscience. Et je pense que la manière dont tu as posé la question est un peu orientée, dans le sens où la question peut être dans le cerveau, mais peut dépendre de l'intégration avec l'autre. Et on appelle ça la cognition incarnée. C'est un courant de pensée, là, c'est un courant théorique en neurosciences. Qu'on ne peut pas résoudre la question de la conscience en observant juste le cerveau, parce que la conscience est incarnée, elle est enactment, ça s'appelle, elle est incarnée dans un corps, qui est incarné dans un contexte, et du coup, je ne peux pas étudier la conscience juste dans le cerveau, dans un labo, parce que la conscience est modulée par ta présence, par la présence des autres, et donc le cerveau serait un centre d'interface de mes sens et de la présence des autres, mais que c'est quand même dans le cerveau. Donc, la manière dont tu as posé les questions, c'était comme ou l'une ou l'autre, et aujourd'hui, on pense que c'est les deux, et qu'on ne peut Ok. pas les séparer. On trouve les corrélats potentiellement de la conscience, mais il y a ce problème difficile de la conscience qu'a évoqué David Chalmers, c'est que c'est difficile en même temps de... En gros, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a une vie intérieure. Et il donne l'exemple du zombie agent. Genre, imagine que moi, je suis un zombie qui répond à tout. De l'extérieur, je suis exactement la même chose, mais de l'intérieur, j'ai pas une vie intérieure. Est-ce que ça changerait quelque chose pour le monde extérieur? Non. Est-ce que ça changerait quelque chose pour moi? Oui. Et du coup, mais à quoi ça sert d'avoir une conscience, ça s'appelle autopoénétique, c'est-à-dire qu'il y a conscience, je sais pas comment on dit en français, mais qui a conscience d'elle-même, donc j'ai conscience que moi j'existe. Ça n'a pas vraiment une fonction si on était juste des input-output. Donc ça a longtemps travaillé la communauté, et Anil Seth, dans Being You, qui malheureusement n'est pas traduit en français, donc si quelqu'un est intéressé, c'est assez accessible, hein, mais c'est un des meilleurs livres, je pense, que j'ai lu récemment, en tout cas sur le cerveau, parce que heureusement je ne lis pas juste sur le cerveau, euh, explique qu'on pose mal la question si on se demande est-ce que c'est dans le cerveau ou est-ce que le cerveau est un centre d'intégration. Il explique que c'est les deux. Oui, les bases neurales de la conscience sont très 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 probablement dans le cerveau, mais qu'on ne peut pas résoudre cette question d'un point de vue formel juste en observant un cerveau. Il faut qu'on observe le cerveau incarné dans un corps, incarné dans un contexte. Ok. Bon bah déjà ça fera partie de la bibliographie qui sera en lien dans la description. Voilà. Tu as cité beaucoup d'auteurs, on essaiera de De les remettre retrouver. un petit peu. Ouais, c'est ça exactement, tu nous as donné du travail, c'est cool. Et il y a tout Euh, un champ, pour continuer sur ce cognition incarnée, il y a ouais, même un champ de cognition incarnée à appliquer, par exemple, à la psychiatrie. Et vous pouvez lire un livre qui s'appelle The Ecology of the Brain, et il s'appelle Thomas Fuchs, Fucsh. ok. CHS. Thomas Fuchs, Ah, Fuchs. ok. Bon bah écoute, chouette tout ça. Je te propose ben voilà de finir là-dessus. Je vais donc passer la parole à Gaëtan Ok, pour pour qu'il partage avec toi ce qu'il a vu dans cet super. entretien et ce qu'il en retient et les questions qu'il a envie de te poser. Super. Euh, Merci en tout cas pour toutes ces questions. Eh bien, je vais faire la petite conclusion d'aujourd'hui en te remerciant déjà pour le temps que tu nous as accordé, Albert. Merci beaucoup pour ça. Donc, à plusieurs reprises, au moins deux reprises dans l'interview aujourd'hui, tu as parlé de la connaissance et la fille de son époque. Donc, tu as cité cela. Tu parles de cette connaissance par rapport à l'époque en termes de politique, en termes d'idéologie, mais aussi en termes de morale, puisqu'un peu plus loin Mhm. dans l'émission aujourd'hui, tu as parlé aussi de ce rapport à la morale. Et c'est vrai que cette façon d'aborder la connaissance est aussi liée à ces éléments-là. Tu as parlé, et c'était très intéressant pour moi aussi, de la science, mais sur ce côté passionnel de la science. Tu parlais, c'est l'œuvre aussi d'une vie, et pas simplement d'un business, pas simplement pour de l'argent, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui est moteur. C'est quelque On est chose très que tu mal me payé, confirmes? hein. On est très mal payé, donc ça peut pas être pour l'argent. Genre la majorité écrasante des chercheurs se font très 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 peu d'argent, hein. Genre si tu regardes les top 100 000 millionnaires, il n'y a aucun chercheur dedans, très 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 peu. Donc l'argent, c'est pas en recherche qu'on le fait en tout cas. Et surtout pas en France.
Genre moi, j'étais à l'hôpital, j'avais bac plus 12 et je gagnais 1,5 fois le SMIC. Donc oui, non, c'est pas pour l'argent. Donc il y a vraiment la passion avant tout et le moteur, il est interne avant d'être externe par rapport à ce travail. Tu as parlé aussi de tendre vers l'objectivité, mais avec cette notion de faut vraiment avant tout déclarer notre subjectivité et vraiment accepter parce qu'on est à la fois juge et partie dans ce travail. Hmm. Et donc tu parlais aussi de attention à peut-être ne pas trop rechercher l'objectivité. Est-ce que tu arriverais à développer un peu plus ça? Oui, par exemple, la dernière question qu'on m'a posée sur, par exemple, la conscience, etc., bah, quelqu'un comme Fuchs, qui travaille sur la cognition incarnée, va dire, moi, dans mon cadre théorique de la cognition incarnée, je pense que la psychopathologie, c'est ça, versus quelqu'un qui est, je sais pas, cognitiviste, va dire, bah, moi, je pense que les troubles anxieux, c'est un traitement de l'information, vers quelqu'un qui est psychiatre, qui va dire, moi, je pense que c'est un dérèglement, ou un neurobiologiste, c'est un dérèglement chimique dans le cerveau. Et, et du coup, ça part de l'intention du cadre théorique. Quand je dis subjectivité, c'est dans quel cadre théorique est-ce que je me situe pour pouvoir faire ce travail d'objectivation. Donc est-ce que si je dis que l'objectivité n'est pas souhaitable parce qu'il faut toujours garder une part de doute, c'est ça l'idée? J'ai pas dit qu'elle n'était pas souhaitable. Je dis il faut tendre vers l'objectivité, mais il faut réaliser qu'elle n'est pas nécessairement atteignable. En tout cas, pas à l'échelle individuelle, à l'échelle de la connaissance sur une longue durée de temps. On peut tendre vers l'objectivité. J'ai donné l'exemple de champs qui ont été stabilisés, le déplacement des objets dans l'espace, la gravité, etc., etc. Mais en tout cas, dans mon domaine, qui est bref, la compréhension de l'appareil psychique humain et du fonctionnement du cerveau, on est encore loin d'un modèle théorique unifié. Dans une époque qu'on appelle paradigmatique, et du coup c'est important de garder ça en tête. Ça correspondait à l'humilité épistémique dont tu nous as parlé tout à l'heure? C'en est une forme. C'en est une forme, ok. Tu nous as évoqué l'impuissance acquise à un moment donné. Alors, il n'y a pas eu trop de développement là-dessus. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus de cette... Est-ce que ça a rapport avec l'éducation, ou est-ce que c'est plus vaste que ça? Alors, il peut y avoir de l'impuissance acquise dans l'éducation, une expérience qui a été faite sur l'impuissance acquise, par exemple, les filles qui pensent qu'elles sont moins bonnes que les garçons en maths, alors que quand on, je sais pas, on donne une figure à dessiner, et si on dit que c'est une tâche de dessin, les filles réussissent, si on dit que c'est une tâche de géométrie, les filles ne réussissent pas. Et on peut imaginer que c'est une forme d'impuissance acquise, où la croyance sur quelque chose limite ma capacité à avoir accès à mes compétences. Alors, tu as évoqué aussi la peur des personnes qui s'imaginent savoir, en fait, grosso modo. Est-ce que c'est une sorte de peur que ces personnes se sentent omniscientes, contrôlantes et fassent complètement fi du doute? Alors tu as aussi un ouvrage qui parle de l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que cette peur-là, là encore, encadre tout ça? Oui, j'ai un peu peur de ce qu'on appelle les biais de surconfiance en général. Le problème, c'est que quand on pense qu'on sait, on cherche plus. Et du coup, de se satisfaire des réponses qui sont pas satisfaisantes. Tu as aussi évoqué pas mal d'auteurs de science-fiction, entre Isaac Asimov, Philip K. Dick. Ces auteurs de science-fiction, pour toi, ce sont des sources d'inspiration, des entraînements du cerveau sur des possibles ouvertures, ce qui te permet de te dire, bon, bah, ils ont pensé à ça, pourquoi est-ce que j'irais pas aussi, moi, penser à tout ça? Ou c'est juste une nourriture plaisante pour ton cerveau qui aime Des auteurs ces que sujets? j'ai lus dans mon adolescence, et je continue à lire de Ouais. science-fiction, mais aussi, encore une fois, pour moi, il y a pas il y a une porosité entre l'art, la science et tout ça, et donc parfois, oui, ça nourrit, et surtout dans les sciences cognitives, on fait beaucoup de philo aussi, et ça peut pousser à avoir certaines expériences de pensée qui peuvent nourrir comment réfléchir à des trucs. David Chalmers qui pose la question de le problème difficile de la conscience, j'ai écrit un article dessus. Il est tout autant philosophe que chercheur en sciences cognitives. Alors justement, quand tu dis tout autant philosophe que chercheur, moi ce que je me suis indiqué sur mes notes, c'est qu'à un moment donné, en t'écoutant, je me disais que tu pouvais, si on met des étiquettes toujours pareilles, hein, être tout autant intéressé, être psychologue que sociologue, puisque tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui a trait aux mouvements sociaux. Quand tu disais à l'époque, j'aime bien regarder ce qui se passe, ces courants-là, donc Oui, c'est mais dans les sciences psychologue et cognitives, en sociologue. fait, les sciences cognitives, c'est une discipline transdisciplinaire où il y a une dimension sociologique, psychologique, etc. Je ne veux pas dire que je suis sociologue parce que je n'ai pas fait ces études, mais évidemment, j'ai eu des cours de psychologie sociale, et évidemment, quand on pense l'individu, il faut le penser dans son contexte. J'adhère pas mal à la notion de cognition incarnée et de tout ça. Si je dois être
révéler ma subjectivité, parce que c'est un courant auquel je m'intéresse pas mal, et qui est assez présent dans le deuxième livre que je suis en train d'écrire. Et du coup, évidemment, je suis obligé de passer par les animaux sociaux que nous sommes. Et j'ai fait ma thèse sur la phobie sociale, donc déjà, je baigne déjà dedans depuis un moment. Donc, oui. La sociologie, la philosophie, l'anthropologie, l'interculturalisme. Je suis d'origine libanaise, donc la culture, le rôle de la culture, etc. En ça, du coup, toi aussi, tu incarnes tous ces éléments. J'avais noté que les étiquettes rendent le monde fonctionnel pour la mise en commun des connaissances, que fallait pas nécessairement rejeter toutes ces étiquettes, puisque c'était un bon outil, un bel outil pour pouvoir permettre justement de travailler ces connaissances avec autrui. L'idée, c'était de ne pas réfléchir comme un avocat, mais plutôt de réfléchir comme un détective. J'ai retenu ça aussi, cette citation de toi. En tout cas, quand je suis en train d'essayer d'acquérir de la connaissance formelle. Mais encore une fois, je peux réfléchir comme un avocat si je veux créer de la cohésion sociale et de me dire que mes potes sont meilleurs que les potes des autres. Et quand tu es en soutenance du coup de thèse, tu es plutôt comme Non, en soutenance de un thèse, avocat à défendre. il vaut mieux être détective dans la présentation, il vaut mieux être avocat aux questions-réponses. C'est ce que je disais tout à l'heure sur cette capacité qu'on a à s'adapter Voilà, suivant exactement. le moment. J'ai noté aussi cette notion de pureté intellectuelle de l'activiste, ce qui lui fournit une cohérence interne dans son fonctionnement. Je me demandais, est-ce que parfois tu te considères comme une sorte d'empêcheur de tourner en rond? Non. Non, j'aime pas du tout. Je suis quelqu'un, j'aime pas m'extraire du groupe. Je pense pas que je suis différent des autres. Je pense pas que je suis spécial. Je pense pas que je suis disruptif, que j'empêche les gens. Au contraire, je me considère comme quelqu'un qui pousse les gens à tourner en rond. Si ça se dit comme ça, genre ça sort très mal, mais en tout cas, ok, c'est pas ça. J'essaye pas de faire en sorte que les gens se tournent en rond, mais en tout cas, j'essaye pas d'empêcher les gens de faire quoi que ce soit. J'aime pas du tout. Et si La notion des gens, en fait, c'est quelque chose qui me dérange, parce que je fais partie des gens. Et quand on parle des gens, c'est comme si on s'extrait. C'est un peu comme les gens qui disent je suis coincé dans un embouteillage. On n'est jamais coincé dans un embouteillage, on est l'embouteillage. Genre, pour les autres, je suis l'embouteillage. Du coup, pour les autres, je suis les gens. Donc, non, je suis pas en train d'essayer d'empêcher personne. La vie est assez difficile, que j'ai pas besoin d'être un obstacle en plus pour personne. Ce qui peut aussi limiter cette sensation d'isolement à un moment donné quand on s'extrait en disant les gens. Ouais. Voilà. Et si je dis qu'un bon réflexe à avoir systématiquement, c'est le mot pourquoi? Ouais, ça me va. C'est peut-être c'est une question qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le pourquoi. Ouais. Alors, je conclurai juste par une petite pirouette intellectuelle en disant qu'en ce moment, effectivement, on peut avoir l'impression que socialement, il y a beaucoup d'étiquettes qui vont être posées pour chacun. Donc, une sorte de mine d'étiquettes que l'on continuerait de miner à longueur de journée. Et le jeu de mots, c'est est-ce que finalement, à force d'avoir des étiquettes qu'on nous pose dessus, ça ne finirait pas carrément aussi à miner notre morale? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ça dépend du sens qu'on met derrière les étiquettes. Encore une fois, parfois les étiquettes, ça booste le moral, et parfois les étiquettes, ça mine le moral. Et tout dépend de où est-ce qu'on se place, et comment est-ce les récits qu'on se raconte autour de ces étiquettes. Genre, j'aime beaucoup le pourquoi et j'aime beaucoup le ça dépend. Il y a un côté suisse alors, plus que... Je sais pas, mais peut-être. Ça dépend. Je te remercie chaleureusement Merci beaucoup. pour avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup Albert pour ta confiance. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Et j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse et son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!